Émission 791. Cette semaine, Bloodstained Steed, volume 1, Bite Me. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben oui, tout. Benoît Mercier au micro et cette semaine, chanteur unique dont les membres vous offrent une distraction hebdomadaire dans ce monde dystopique étrange. Je vous les présente à l'instant. Le premier, tu y rajoutes un nœud papillon, puis c'est le prochain docteur. Yannick Belzile est avec nous. Salut Yannick. Bonsoir Benoît. J'aimerais aspirer à un noble office comme celui du docteur, mais je crois que j'ai maintenant l'âge de quelqu'un qui a joué le docteur pendant 3-4 ans, il y a 10 ans. Fait que, ça se passera plus. Là. D'ailleurs, j'ai appris ça cette semaine parce que David Tennant est de retour dans l'émission. Sure. Il y a présentement l'âge que William Hartnell, le premier docteur, avait quand il a joué l'émission. Mais si tu les regardes, ben, ça paraît pas. William Hartnell avait l'air d'avoir 70 ans comparé il avait l'air du Crypt Keeper, il faut le dire. C'est pas être méchant, mais il avait l'air du Crypt Keeper. Fait que voilà, c'est ça. Tu sais, le dude là, qui a bu le calice dans Raiders of the Lost Ark, là, qui était pas le bon. Tu supposes. C'est pas sur pause, exactement. Tu poses rapidement, puis là, il est encore correct. Là, c'est ça qui arrive. Et voilà. Yannick du podcast Les Voyeurs de Vue, on va le spécifier d'emblée. Et notre ami Laurent Boutin va se joindre à nous cette semaine. Merci Yannick, parce que personne ne pouvait cette semaine. Je sais que Gauthier est à Québec pour la sermentation d'un nouveau membre de Québec solidaire. Et Simon est en transit vers Montréal à l'instant qu'on se parle d'ailleurs. Et là, ben, Yannick est arrivé au rendez-vous tel le Clark Kent, Batman, whatever, super-héros de votre préférence. On a brisé la vitre dans laquelle il vit en permanence, puis il est venu nous aider, nous secourir. Eh oui, je suis là. Écoute, voilà. C'était pas difficile de me tordre, c'était pas bon de me tordre le bras pour lire un comic et de venir en parler par la suite. Ben, je suis curieux justement d'avoir ton opinion pour ce comic-là parce que je vais le doser d'emblée à les gens à la maison. On était supposé lire autre chose et je pense que c'est vendredi, notre ami Laurent dit « Hey, je pense qu'on l'a déjà lu, cette affaire-là. » Ce qui est la preuve que ça a marqué notre esprit. J'ai dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Et on s'est reviré de bord assez rapidement. Je suis curieux d'entendre ce que tu as à dire par rapport au comic en fin d'émission. Hey, commençons ça rapidement. Je vais te mettre ça de côté, mais j'ai besoin de le dire. Puis pas juste parce que probablement des gens de mon ancien job qui m'écoutent en ce moment vérifient à savoir si je dis des âneries. Inquiétez-vous pas. Vous avez quand même 2 heures à écouter. Fait que, alors, je sais pas, mais pour l'instant, j'ai pas l'intention de faire ça. J'ai perdu ma job mercredi dernier sans préavis. C'est une pratique qui est courante, là. Donc, ça arrive. Et là, je suis un peu en mode panique. Je déteste être sur le chômage. Je l'ai déjà été il y a presque 8 ans de ça, puis c'est vraiment pas le fun. Puis là, tu sais, c'est le fun quand tu as 32, 35, puis tu as un loyer plutôt... disons bas, mais là, j'en ai 41, presque 42, et mon loyer est beaucoup plus cher. Alors, ce que je vous présente en ce moment, c'est de l'émotion positive, mais la réalité, c'est que je capote bien raide. Je capote bien raide et je sollicite les auditrices, les auditeurs des Mystérieux Étonnants. Si vous voyez quelque chose que vous pensez qui pourrait coller avec mon profil, vous savez ce que je fais dans la vie. Là, tout le monde est assez transparent en considérant leur vie, puis leur interaction, puis leurs habilités, pardon. Alors, si vous voyez qu'il y a un poste, que ce soit en rédaction, en narration, en montage audio, un peu de vidéo, puis d'After Effects, puis je fais quand même beaucoup de graphisme, poquez-moi, envoyez-moi un courriel à ben@mystérieuxétonnants.com. En ce moment, je suis en mode, il faut que je trouve quelque chose puis que je passe à autre chose. Donc, tout aide est apprécié. La dernière fois que j'ai fait appel à vous, il y a 7 ans, vous étiez au rendez-vous. Comme à chaque fois, d'ailleurs, on fait appel à vous. Donc, c'est important pour moi de vous le dire. Ça m'habite en ce moment. Ça me prend énormément d'énergie. Je dors pas. Avant qu'on commence l'émission, Ben me confiait, je t'avais à faire de la fraude de carte de crédit. Non. Emily the Criminal. Là, si vous l'avez vu sur Netflix, là, c'est ça qu'il s'en va faire. Non. Benoît, il est à ça d'aller acheter comme une grosse TV au Club Price. Oui. Là, je me rappelle plus exactement comment la fraude fonctionnait dans Emily the Criminal. Un très bon film que je recommande. Je vais le revoir. Est-ce que c'est la passe comme dans Superbad où ils font une projection sur un mur pour prendre une photo de McLovin? Non, esti, c'est même pas là-dedans. Ça c'est dans Can't Hardly Wait. J'ai moffé mes 2 films d'ado post-2000, années 90 dans ma tête.
Tu te souviens de ça? J'ai pas vu Can't Hardly Wait, c'est pour le bal des finissants, ça. Hein? Ouais, avec Jennifer Love Hewitt. C'est un vieux film. Oui, je m'en souviens. Un chic film avec un jeune Seth Green dedans. Yeah, il y a 2 fans de X-Files dans ce film-là, puis ils ont des t-shirts de X-Files. Puis là, moi, j'étais comme, oui. hey, je me sens vu par cette émission. C'est ça la représentation. C'est ça la représentation. Tu sais, 25 ans plus tard, quand finalement des gens d'autres cultures sont dans les œuvres, je les comprends. Tu comprends. Ils ressentent ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Can't Hardly Wait, puis voir les 2 pires imbéciles avec des t-shirts de X-Files. Les 2 archétypes du nerd de service des années 90, début 2000, ça valait pas. Je sais pas si toi, je suis sûr que ça, c'est une affaire qui te gossait comme moi. C'est que, mettons, tu vois ces 2 nerds-là qui ont des t-shirts de X-Files, puis leur référence, c'est comme dans les X-Files. Tu sais, c'est comme... Leur référence va pas plus profond que ça, comme un vrai nerd, ça serait. Puis je comprends que c'est peut-être moins accessible pour un auditoire, mais c'est plus drôle si il dirait quelque chose de vraiment deep, puis quelqu'un d'autre dirait comme, voyons, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles du Flukeman? Oui, je suis d'accord, sauf que pour moi, si tu viens de résumer le feeling que j'ai par rapport à Big Bang Theory. Je dis pas que Big Bang Theory, c'est une mauvaise série. Ce que je vous dis, c'est que le niveau de geekness ambiant, il faut dire que la série elle a toffé quand même 13 ans, là, fait qu'elle a eu le temps d'évoluer. C'est du niveau que tu viens de dire. C'est hey, voici la référence de la chose que vous connaissez, puis on va pas nécessairement plus loin. Par contre, dans Can't Hardly Wait, juste avant la scène avec les 2 gars qui portent des t-shirts d'X-Files, ils jouaient avec des poupées, des figurines, et il y en a une, c'était une des Hellboy. Puis Hellboy n'était pas populaire comme aujourd'hui à l'époque, c'était très spécifique. C'était du Dark Horse comic des années 90. Donc ça, c'était très niché. Très niché. Bon, j'en étais où? Ouais, c'est ça. Fait que cherchez une job si vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser. J'ai goût aussi d'avoir une job qui me plaît vraiment, là, à laquelle je vais pouvoir contribuer. Fait que sinon, ben@mysteryeternal.com. Je vais être franc aussi avec vous autres. Je ne sais pas ce qui va se passer par rapport au show. Je sais que tantôt, j'avais des problèmes de crépitement qu'Yannick m'expliquait parce que je n'utilise pas le même équipement qu'à l'habitude. Là, j'ai dû reprendre mon vieil ordinateur. Avant, j'utilisais mon ordinateur de job. Et il va falloir que je parte en recherche parce que dès lundi, je vais devoir manquer pour les premières fois en 17 ans. Ça se peut. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Donc, je vous tiens averti, mais... il date de quand, cet ordinateur-là, Benoît? 2015. C'est un bon MacBook ordinateur 2015. pré-Trump. Je sais, man. Cet ordi-là a vécu dans le monde d'avant. J'ai vécu dans le monde d'avant, là. Aidez-la à trouver une job, pour éviter le genre de spirale qu'il vient de faire de parler de Can't Hardly Wait avec moi. Oui, je suis désolé. Parce que ça vous aide aussi. Oui, c'est vrai. En plus, il peut avoir un ordinateur qui est de cette époque. Oui. Mais regarde, je suis en train de te parler grâce au laptop qu'on a acheté jadis pour 3 bières, qui lui aussi bas de l'aile, qui est rafistolé au duct tape, mais regarde, ça marche. Il fonctionne. Ouais. Il y a 13 ans, cet ordi-là, d'abord. Il l'avait acheté au début de 3 bières ou à Pas au début, là, mais mettons qu'il y a peut-être 9 ans. Là. Il y a une bonne run, cet ordi-là. Là, d'ailleurs, tu l'as mentionné, je vais me lancer une perche, Yannick, puis je vais rappeler un peu brasser la mémoire des auditeurs à la maison. 3 bières, c'est terminé, mais le Patreon est encore actif. Est-ce que cet argent-là est récolté pour les voyeurs de vue? Comment ça fonctionne? Parce que vous ne l'avez pas fermé. Parce que Pierre-Luc et moi, on s'est dit que on va peut-être le réactiver un jour pour un autre projet. L'affaire avec le Patreon, c'est qu'il est à chaque début de mois, je vais dans le menu puis je clique ne pas prélever. L'argent. Fait que je le garde ouvert. C'est arrivé une fois que je l'ai fait au mauvais moment. Fait que là, j'ai de l'argent qui dort dans mon PayPal que je vais rembourser un jour aux auditeurs. Mais regarde, Patreon n'a pas cette option-là de juste faire un clic rembourser. Oui, je sais. Faut y aller individuellement. Exactement. Fait que ça, il va falloir que je trouve une solution pour faire ça très bientôt. Mais c'est ça, en ce moment, il y a un Patreon parce qu'on voulait garder comme un peu ce fil-là avec nos auditeurs au cas où. Mais en ce moment, il n'y a pas de prélèvement sur les fonds de personne. OK. Mais vous en avez lancé un pour les voyeurs de vue ou pas du tout? Non, pour les voyeurs de vue, on n'a pas encore fait ça pour le moment. Peut-être qu'on va faire ça, je ne sais pas encore. Il faudrait que j'en parle avec ce cher Alex Rose, qui est mon co-animateur. Yep. On va voir si on fait ça un de ces 4. T'sais, on a comme des idées, mettons, pour des mini-séries ou des concepts qu'on mettrait qui sont moins faciles d'accès. Mettons qui est plus comme... faudrait quand même qu'on ait un genre de OnlyFans, mais pour... On parle des 4 pires films de Ben Affleck. Il y a du monde qui paierait pour ça. Écoute,
Préparez-vous, on va parler. OK, Alex va dire, on va le faire, mais il faut juste savoir quoi mettre dessus. Exactement. OK. En parlant d'Alex, on va aller dans des messages vocaux. Merci les gens à la maison. On avait envoyé beaucoup durant la semaine dernière. Ça me fait plaisir. Je vous avais chicané. Je vous ai dit, hey, regardez, vous avez une porte, là, vous pouvez l'utiliser. Et une des premières personnes, en fait, la première personne la semaine dernière qui m'a envoyé un message, c'est ton collègue Alex Rose. Oui. Il essaie de passer un message, je pense. Fait qu'on va l'écouter. Bonjour les mystérieux étonnants, c'est Alex Rose. Alors voici Speak White de Michel Lalonde. Speak White, il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais nous ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak White et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants... Speak Pipe, calice. Fuck. Speak Pipe. Qu'on reconnaisse ses talents d'acteur. De la poésie de la fin des années 60, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça a bien vieilli, hein? Ça a très bien vieilli. Très bon. Donc, il faisait référence, bien sûr, à la plateforme SpeakPipe qu'on utilise pour récolter les messages vocaux. On a un ici d'un dénommé Martin. Salut, c'est StrakaQC. De mon vrai nom, Martin. Je vous suis depuis l'épisode 550. J'ai reculé environ à l'épisode 450 au niveau des écoutes, par exemple. J'ai augmenté ma contribution à Patreon, étant donné que j'étais écœuré de boire du café cheap. J'ai décidé de me payer un meilleur café. Je voulais vous poser une question geek. Dans le fond, ce que je vais faire à la place, la provenance de la question va être geek. Probablement moins la question, par exemple. J'ai demandé à ChatGPT de poser une suggestion pour poser une question. Et voilà ce que ChatGPT m'a donné comme question. Quelle est la chose la plus mystérieuse et étonnante que vous avez jamais vue ou vécue? La question n'est pas très geek, mais la provenance l'est pas mal. Fait que bonne chance avec la réponse. Je vous aime, on lâche pas. Bye bye. Très bonne question. Merci, Martin. Bonne utilisation de ChatGPT. Est-ce que tu as une réponse pour Martin, toi, Yannick? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Moi, j'ai réfléchi puis j'en ai aucune La chose la idée. plus étonnante qui est arrivée, c'est à un moment donné, j'ai comme pris un téléphone comme pour parler à ma blonde et sans le savoir, j'avais comme déjà composé. Puis elle parlait, elle avait comme déjà répondu. On était tous, c'est qui en même temps? On dirait que j'ai oublié toute une étape de l'affaire. Puis j'étais comme, c'est qui parle? Puis elle est comme, c'est qui parle? Puis je suis comme, chou, c'est toi? Puis elle est comme, ouais, c'est. On se parle, c'est étrange. Ça Okay. fait. Regarde, des affaires de téléphone, ça en passe plus souvent, le même. Non. Mais sinon, il n'y a pas tant de trucs mystérieux et étonnants qui m'arrivent. C'est tout dans le domaine du très réel. Là. Routinier. Du routinier. Là. On n'est pas dans l'expase. On n'est pas dans l'expase. Non, malheureusement. Non, moi non plus, il m'est jamais rien arrivé de très mystérieux. Si j'interprète le mystérieux par, disons, paranormal. J'ai vu des trucs weird quand je suis dans mon entre-sommeil, parce que je fais des projections dans mon sommeil. C'est vraiment bizarre. Des fois, des affaires hallucinantes. D'ailleurs, dans les derniers jours, j'ai eu des moments où je me suis réveillé en panique en plein milieu de la nuit. Là, je pense que ça fait ça sur le subconscient, perdre une job. Mais sinon, non, il m'est jamais rien arrivé de particulièrement mystérieux. Étonnant, j'en ai déjà parlé à l'émission, puis c'est une de mes plus belles anecdotes, mais quand on avait reçu l'acteur Michael Ironside il y a une couple d'années à Fantasia, j'étais vraiment content de pouvoir l'interviewer, puis je m'étais vraiment préparé, je voulais comme y jaser, puis je l'avais écouté des entrevues avec lui qu'il avait donné, puis je me disais, Chris, s'il embarque, ça va être le fun. Puis il avait été, on va le dire comme ça, il avait été un trou de cul. Il avait été très déplacé, puis un peu all over the place, puis on dirait qu'il voulait se prouver, ou je sais pas ce qu'il voulait faire. Fait que c'est resté ainsi. Je suis pas embarqué dans son jeu, je l'ai laissé aller. Et par la suite, c'est parce que nos amis de RKSS, Johan, François et Anouk Wissel, l'avaient rencontré pour un souper. Puis là, ils ont dit, tu sais, le gars qui t'a fait une entrevue avec, il dit, ouais, c'est passé comme notre chum, c'est un de nos amis, genre, puis c'est pareil que ça a été rock'n'roll pas mal, puis il s'est senti super mal. Fait que j'aime dire que le lendemain, j'étais dans le studio de Fantasia, dans le sol de l'Université Concordia, puis à un moment donné, je vois une
une grosse figure apparaître dans l'embrasure de la porte, puis Michael Ironside, il est quand même assez imposant. Mm-hmm. Puis là, je me retourne, c'est Michael, puis je dis « Can I help you, Michael? » Parce qu'il veut pas se faire dire Monsieur Ironside, c'est Michael. Mm-hmm. Il dit « Yes, I want to apologize for yesterday. » Puis j'étais comme « Ah, OK, ben... La voix de Darkseid, ça, là. Oui, ça ressemble à ça. puis ouais, Omega Beam. Puis il dit genre, ben, pas de trouble, écoute, c'est pas de stress, là. Je vais presserrer ma main, il dit non, I want a hug. Puis là, genre, il me donne un hug. Puis là, je me suis dit, hey, il est en train de me hugger avec les bras qui perd à la fin de Total Recall. Et pour moi, c'est la chose la plus étonnante qui m'est jamais arrivée de toute ma vie. Et j'adore cette anecdote-là. Je sais pas si c'était intéressante à écouter, mais c'est un beau moment que j'ai vécu. Ben, c'est l'humilité de sa part, là, c'est bon. Oui, c'est bon. Des histoires d'humilité. Oui. Puis tu sais, il aurait pu se dire, hey, ce gars-là que je connais pas, puis je vais jamais revoir, qu'est-ce que j'en ai à foutre, là, qui pense que j'ai été déplacé avec lui. Là. Mais ça a été un gars très chic. Puis comme il a expliqué, il était en train de répéter un texte dans l'avion en s'en venant, puis ça a l'air qu'il était à fleur de peau, puis ça a comme un peu découlé sur l'interaction qu'il y a eu avec nous autres dans le studio. Peut-être tu l'as racheté quelque chose? Non. Ben, tu sais, c'est tellement weird, le métier d'acteur, puis comme qu'il faut que tu absorbes, mettons, des affaires qu'il faut que tu mémorises, mais qui sont comme inertes. Il faut que tu plugues ça avec tes émotions pour que ça devienne comme organique ou vrai. Tu sais, comme j'ai comme. C'est vraiment un tour de magie ou de la sorcellerie. Puis, tu sais, des fois, quelqu'un travaille sur quelque chose, puis que là, après, il est chamboulé à cause de ça ou il est désagréable. C'est juste normal parce qu'ils sont comme du monde qui hack leurs émotions, I guess. Ouais, il faut qu'ils aillent stimuler les parties du cerveau qui vont. Il faut qu'ils aillent stimuler les parties du cerveau qui émulent, mais en les stimulant, ils génèrent aussi la dite émotion. Tu n'as pas le choix, dans une certaine partie, d'aller chercher quelque chose qui t'appartient. T'sais. Je pense que c'est pas surprenant qu'il y ait certains acteurs qui disent qu'il faut que tu ailles chercher, il faut tout le temps que tu te bases sur ce que tu connais pour pouvoir aller jouer un rôle, parce que sinon tu vas te perdre. Là. Ça me fait penser un moment donné dans une des autobiographies du grand Mick Foley. Qui a été Mankind et Cactus Jack. Aussi le Père Noël, Yannick. Et le Père Noël, bien sûr. Un moment donné, il parlait d'une de ses grandes rivalités qu'il y a eu avec The Rock. Puis qu'à un moment donné, il y a une scène où il se fucking choque contre The Rock, puis c'est vraiment intense, puis c'est vraiment vrai. Puis il raconte vraiment dans un match qu'il y avait eu avec lui auparavant où le Rock il a asséné une coupe de coups de chaise à la tête. Ce qui était quelque chose qui était comme compris entre eux autres, mais qu'il avait vraiment magané. Ça l'a magané. Puis peut-être qu'il n'aurait ajouté comme 1 ou 2 de plus pour que le show paraisse bien. Ouais. Et après, dans la chambre, post-match, c'est un des matchs où la famille de Mick Foley était là, puis on pleurait à la caméra, tout le kit, ça a vraiment fait un bon show. Puis après, ils ont été le voir dans la salle après, puis sa femme était comme peut-être plus faire ça autant à l'avenir, s'il te plaît, surtout quand les enfants sont là. Puis il rassurait sa fille. Il était magané, mais il était là, mais The Rock n'était pas venu le voir après ce show-là. Puis dans le livre, il raconte comme j'étais vraiment choqué, mais j'ai jamais été voir Dwayne pour parler de ça avec lui parce que je le savais que si je gardais ça embouteillé, j'allais pouvoir l'accéder pour un storyline un moment donné, puis je gardais ça riche, puis tout ça. Puis il disait, ceci est vraiment une chose stupide à faire. Mais ça l'a fonctionné. Ça a fonctionné, mais j'aurais pas dû faire ça. C'est niaiseux d'avoir gardé comme des boules d'émotion. Des boules d'émotion qui peuvent exploser n'importe quand. Pour faire comme un show plus tard. En tout cas. Bref, la seule façon que je comprends vraiment le jeu d'acteur, c'est quand en termes de lutte, d'anecdotes de lutte. OK. Ben, je pense qu'il y a beaucoup à comprendre sur la vie avec la lutte en général. T'sais. Bien sûr. D'ailleurs, ce week-end, c'est WrestleMania sur le soir. Oui, c'est samedi, dimanche. On va l'écouter sur le Discord des Mystérieux. D'ailleurs, on va faire une petite soirée de projection samedi et dimanche. On a un autre message de Lawrence. Salut les mystérieux, ici Lawrence, un de vos auditeurs depuis l'ère pandémique. Merci de m'accompagner à travers tout ça. D'ailleurs, je suis né début des années 90 et
j'ai comme une sorte de grosse nostalgie des années 90, mais aussi des années comme 80, même si je les ai pas vécues. Je suis toujours à la recherche de bons coups, là, de bons films à regarder de cette époque-là. Des trucs cheesy, pas bons, mais en même temps exceptionnels. J'aime les bons vieux effets spéciaux à la Ninja Turtle, tout ça. J'aimerais savoir si vous auriez comme un top 3, 4, 5, 10 à me recommander, peut-être des trucs qui se retrouveraient sur Tubi. Donc, je vous remercie à l'avance. Bonne journée! Une autre très bonne question. Merci, Lawrence. Est-ce qu'il y a une réponse qui te vient à l'esprit, Yannick? Pour moi, je te dirais, c'est le classique de Walter Hill de 1984, Streets of Fire. Que j'en ai parlé une fois au Voyeur de Vue avec Alex, alors il peut chercher ça. Mais c'est un film qu'il a fait qui a été un flop à l'époque, mais c'est une genre de comédie musicale rock, mais aussi un film de bagarre et de gangster. Puis l'affaire qui est intéressante avec Streets of Fire, c'est que ça a été un flop en Amérique du Nord, mais ça a été un super gros hit au Japon. Fait que l'esthétique, les visuels, l'énergie de Streets of Fire a immédiatement été comme ramassée et réutilisée dans full de animés et aussi dans l'industrie du jeu vidéo parce que essentiellement le genre du beat'em up, des jeux vidéo tu vas vers la droite puis tu t'approches, c'est tout basé sur Streets of Fire. Tu vois que à ce point-là, comme mettons, il y aurait un lien à faire entre le jeu de Turtles sur lequel tu as travaillé puis Street of Fire. Oui, mais dans le cas de Street of Fire, c'est vraiment Final Fight et Double Dragon, je te dirais, là, comme ces deux tours-là du beat'em up. Tu regardes Street of Fire, c'est sûr que ça vient de là. Tu sais, Michael Paré, le lead, il joue un gars qui s'appelle Tom Cody, puis le héros de Final Fight s'appelle Cody. La moitié des dudes de jeux vidéo ont l'air de héros de jeux vidéo de cette époque-là, ont l'air de Michael Paré dans ce film-là. Puis la ville dans laquelle ils se battent, c'est comme un monde années 50, steampunk, rock'n'roll qui existe pas vraiment, qui est très cool. Puis le méchant, c'est un jeune Willem Dafoe qui joue essentiellement le Joker, mais il est tout habillé en cuir. Nice. Il est vraiment sick. Puis tu as Diane Lane qui est une chanteuse rock qui est kidnappée par ce vil personnage. Et là, justement, Michael Paré, avec ses amis, doit aller tapocher du monde pour se rendre dans un hideout pour la sauver. Il y a les deux tunes qu'elle chante. C'est un beat'em up. Oui, c'est ça. Les deux tunes qu'elle chante sont vraiment écœurantes. À la fin, on a comme une grosse bataille. Ils ont toutes les deux comme des grosses clés à molette dans les mains, puis comme s'ils avaient ramassé dans un level. Là, c'est vraiment le fun. Puis moi, je l'ai vu, c'est ça, il y a une couple d'années. Puis, j'ai vu toutes des morceaux de pop culture que je chéris depuis les années 80-90. Comme, ah oui, clairement, ça vient de là. J'ai tout vu ça comme s'éclore devant moi. C'était comme rencontrer un bon ami que je savais pas que j'avais. Fait que Streets of Fire, c'est un bon exemple de ça. C'est certainement du matériel à Tubi, mais je ne sais pas s'il est dessus. J'irai voir tantôt là, pendant mais, la pause. Je te dirais que ça, c'est un que je recommanderais là, qui est pas un évident. Mais là. Tu disais Diane Lane puis William Dafoe, fait qu'on a deux acteurs de Spider-Man. Diane Lane n'a pas été dans le Amazing Spider-Man? Non, elle est la mère, elle est la Martha Kent de Zack Snyder. Oui, t'as raison, Colin, j'ai mélangé. Oui. D'ailleurs, elle est magnifique dans ce film-là. Puis les deux tunes qu'elle chante sont des jams. Non, c'est vraiment bon, je le recommande beaucoup. Ben, Étienne dit le jeu Streets of Rage aussi, t'inquiète. Oui, Streets of Rage, tu sais, comme l'esthétique néon, la nuit de Streets of Rage. C'est très là, le titre aussi. Puis il y a un animé, je pense c'est Bubblegum Crisis. T'avais juste checké Streets of Fire animé, pardon, je vais checker direct là. On va voir la réponse. Puis, ben, tu vois, comme un article sur Polygon dit Streets of Fire is a forgotten proto-cyberpunk classic you didn't know. Là. Fait que, tu sais, c'est ça, là. C'est ça, je pense que c'est Bubblegum Crisis qui est fortement inspiré de ça. Là. Tu peux checker, il y a une vidéo sur
sur YouTube qui montre les deux scènes de show rock au début qui sont vraiment pareils. Là. C'est vraiment un chic film. Excellent, super. Street of Fire. Ça, c'est plus années 80, par contre, dans le... 84. Laurence, tu parlais de 80-90. Écoute, le film des années 80, je pense que les classiques, là, ceux qu'on connaît, là, ceux que tu connais toi aussi, je t'aurais conseillé. J'ai pas vraiment de film champ gauche. Mais tantôt, je parlais de Can't Hardly Wait. Moi, j'ai vraiment une fascination pour les films des années 90. Les films qui aujourd'hui sont très cringy, pas à propos, mais il faut les remettre dans le contexte de l'époque. Là, mais moi, j'aime beaucoup ce genre de film-là. Can't Hardly Wait puis She's All That, là, I'm a sucker pour ce genre de film-là. Fouille-moi pourquoi, man. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Début des années 90, à l'époque où les Ninja Turtles, c'était la folie. Comme plusieurs kids, j'ai loué au club vidéo avec mon frère beaucoup de films de ninja et éventuellement, on a tombé sur les 3 ninjas. Et le premier de la série, qui est un croisement entre les Turtles puis Home Alone, j'avais bien aimé à l'époque. C'est pas un grand film, mais encore une fois, ça encapsule quelque chose qu'il y avait à cette époque-là, dans ces années-là. Mais j'ai pas vraiment. Il y a aussi les Surf Ninja. Ouais, mais c'est pas une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est pas le même, c'est pas le même verse. Non, Surf Ninja, tu vois que c'est comme. Je pense qu'on est en train de faire un nouveau Turtles drette là. Il y a même l'adaptation du jeu sur Game Gear dans le film. Mais non, ça n'y est pas. Ça n'y est pas. J'ai trouvé, sûrement que vous le connaissez à la maison, mais c'est pas tout le monde qui sait qu'il existe. Je pense que c'est The Warriors. Celui où on est comme c'est des gangs. Oui, c'est aussi un film de Walter Hill, oui. Voilà. Ben, tu sais, moi, ce film-là, j'ai capoté. C'est des gangs qui s'affrontent dans un genre de New York détruit, dégueulasse des années 80 avec tous les clichés de l'époque. C'est aussi très beat'em up. C'est extrêmement beat'em up. Absolument. Fait que ça après nos suggestions. Sinon, Lawrence, tu peux aller voir, je sais que tu connais Tubi, mais récemment, je suis tombé sur la plateforme Pluto TV, Pluto.tv, qui fait du streaming, donc de la diffusion en direct, puis ils font aussi de la diffusion comme un Netflix ou comme un Tubi. Sauf que tu ne peux pas avoir d'abonnement. C'est gratuit. Il y a de la publicité. Tu ne peux pas créer un compte. Malheureusement, tu ne peux pas créer ta playlist. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais si tu veux du old shit, tu as des catégories. Tu as de la télé en direct, style true crime. Tu as de la comédie. Tu as film d'action. Puis c'est beaucoup du stock des années 80-90 parce que j'imagine que les droits coûtent moins cher. Puis ça émule vraiment bien le feeling qu'on avait à l'époque quand tu allumais la télé et tu ne savais pas ce que tu allais écouter. Alors, tu sais, des fois, on est comme pris dans des loops infinis de chercher dans notre liste Netflix qu'est-ce qu'on peut écouter pour la soirée. Ça, c'est une manière un peu de briser le cycle. Puis c'est vraiment bien fait. L'interface est le fun. Malheureusement, l'application n'est pas disponible sur Xbox et je ne pense pas qu'elle est disponible sur PlayStation. Par contre, vous pouvez la trouver sur les appareils iOS, dont Apple TV, iPhone et iPad. Ça fonctionne très bien. Plutôt TV, si ça vous intéresse. On avait un message d'un anonyme qui se nomme Red Hulk. Salut les mystérieux, c'est le Red Hulk. J'ai appelé pour savoir si, selon vous, il pourrait y avoir éventuellement d'autres films de Hulk dans le MCU. Trouvez-vous que c'est bizarre que Thor, il y a eu 4 films, Iron Man, il y en a eu 3, Captain America, il y en a eu 3, même Black Widow en a eu 1, puis Hawkeye, il y a eu une série, puis She-Hulk a eu une série, mais tu sais, pas autant populaire, me semble, que Hulk, tu sais, puis Hulk, il y a eu un film, puis on n'a plus jamais entendu parler de ça, puis, tu sais, il est dans les Avengers, puis tout ça, puis même c'est un membre fondateur, pourquoi il n'y aurait pas d'autres Hulk, tu sais, il me semble que ce serait cool, je pourrais être dedans moi-même, le Red Hulk, tu sais, il me semble que il y a du matériel avec ça, tu sais, ou She-Hulk pourrait être là aussi, peut-être, ou qu'est-ce qui arrive avec le leader, là, Samuel Stearns, là, qu'on le voit dans le premier Hulk, qui reçoit du sang de Bruce Banner sur la tête, puis là, sa tête grossit, là, comme tout ça, là, c'est plus rien. Trouvez-vous que c'est bizarre? Comme, est-ce qu'on nous cache des choses? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi on fait pas d'autres Hulk? Est-ce que vous aimeriez ça, en voir d'autres? Fait que voilà. En tout cas, merci pour votre beau programme, la gang. Puis, on s'en reparle. Red Hulk, ça cherche un agent, on dirait, pour postuler pour lui à Hollywood puis lui donner un spot. Ben, on lui souhaite bonne chance dans ses démarches. Écoute, en plus d'être extrêmement fort et d'avoir préservé son intellect, parce que c'est le Red Hulk, qui est un très bon français québécois.
OK. Ben, regarde. C'est des clients, c'est des talents, ça, qu'il peut utiliser dans de futurs films. Oui, je trouve ça bizarre, mais c'est drôle parce que j'ai une nouvelle par rapport à ça. Ben, donc, je peux juste répondre une partie de ces questions à Red Hulk. C'est que, en partie, les droits de distribution pour un film qui met en vedette Hulk, puis tu sais qu'il y a Hulk dans le titre et tout ça, sont pas chez Disney. Sont chez Paramount? Sont chez Paramount, oui, parce qu'au début, Paramount, les 2 premiers MCU ont été distribués par Paramount. Alors, c'est encore eux autres qui ont ça. Et je crois que c'est le cas pour Namor aussi. Alors, ces personnages-là pourront jamais vraiment être des personnages titres dans des œuvres parce que leurs droits de distribution sont dans d'autres compagnies. Alors, c'est pour ça que, malheureusement, qui sait, peut-être Red Hulk, ça pourrait être, mais Hulk régulier, ce n'est pas possible en ce moment. Mais un peu à la manière d'un Ghost Rider ou d'un Daredevil ou d'un Punisher, les droits vont éventuellement revenir à Marvel après un certain temps. Ils vont pas garder ça vivam aeternam, là. Je peux pas croire. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, ces droits-là de distribution, parce que comme on a vu, Mark Ruffalo, il a continué à être dans des affaires, puis Hulk aussi a continué à être dans des affaires. Fait que puis Iron Man a eu ses propres films avec le titre Iron Man, puis distribué par Marvel Studios. Fait que je sais pas c'est quoi les clauses, mais... Fait que c'est ça. Il y a juste quelque chose qui fait que ça se produit pas en ce moment, là, mais... Qui sait, un jour, on croise les doigts. Mais Red Hulk, reste à l'antenne parce que tantôt, j'ai une nouvelle liée à ça. J'ai reçu ton message sonore, puis il y a une nouvelle qui a été partagée. Et j'ai fait, il y a un lien. Fait qu'il y a peut-être un début de réponse que je peux t'offrir, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse ça va être pour tantôt. On va passer au 5e et dernier message de la journée de notre ami Étienne Forêt, qui ressemble, ma foi, beaucoup à Red Hulk. Hey, salut tout le monde, c'est moi, Étienne Forêt. Je suis en train de rattraper mon retard dans les Mystérieux Étonnants. Puis là, je suis dans ma voiture en ce moment, stationnée évidemment. Puis je viens d'écouter, je suis en train d'écouter l'épisode 784. Je l'ai pas fini encore, mais là, tu viens juste, Benoît, de parler d'un film que tu as vu dans le Discord avec les Patreons des Mystérieux, qui s'appelle Skinamarink. Puis tu disais que ça t'avait fait peur. C'était comme un film un peu d'horreur lente avec des enfants poignés d'une maison où les portes et les fenêtres sont disparues, puis tout ça. Puis là, tu te demandais, est-ce qu'il y a une entité méchante qui leur veut du mal, puis c'est pourquoi que ça arrive, on se le demande tout le long. Puis tu faisais un parallèle entre ça puis les liminal space, qui sont des espaces inquiétants parce qu'ils sont vides soudainement alors qu'ils devraient être pleins ou quelque chose comme ça. Puis là, Simon propose comme explication qu'en fait, l'entité qui leur veut du mal, c'est Alain Dumas, vu qu'ils sont dans drôle de vidéo, vu que c'est filmé en 95. Eh bien, voici un lien que je peux faire avec tout ça. Alain Dumas, maintenant, il y a une page Facebook qui s'appelle Radio Luminol. Donc, c'est très proche de Liminal Space, dans laquelle il fait des petits sketchs très amusants. Je recommande à tout le monde d'aller voir ça, et vous allez voir, c'est terrifiant, presque autant que Skinamarink. Alors voilà, je voulais absolument me parker pour vous raconter ça. Au revoir. Le sens des priorités. Merci, Étienne, de notre ami d'ici et des Raies. OK. Écoute, je suis en train de regarder ça sur Facebook en ce moment, Radio Luminol, qui m'amène à Alain Dumas perso. Oh! Alain Dumas perso. Mais là, je vois ça, OK, Radio Luminol. OK, il y a beaucoup de choses qui s'offrent à nous sur l'Internet. Je vois des images de Jean Guillaude. Ça, pour les auditoires européens, là, vous comprenez rien de ce qui se passe en ce moment, mais c'est un homme des médias. Ouais, un artisan d'ici qui a la volonté, la vocation de nous faire rire. Puis, regarde. Il n'a jamais lâché. Écoute. Voilà. À Drummondville, le 17 août 2023, un show Sinatra à Boublé 2 avec Alain Dumas. Alors, j'ai reconnu des mots que tu as dit, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis en train d'avoir un ACV, Benoît. Je pense que c'est ça qui se passe. OK. Ben, c'est ça. Je pense qu'il fait des shows chansons et humour avec différentes formules, où il fait des chansons de crooner de Frank Sinatra et de Michael Bublé. Bublé, OK. Et probablement aussi qui sait, peut-être qu'entre ces deux numéros-là, son ami Jean Guillaude se pointe pour faire rire la galerie. Son fameux personnage. Regarde, tous doivent se faire un chemin dans ce bas monde. Je suis tout à fait d'accord. Et personne n'est meilleur qu'un autre. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, merci pour vos messages. Si vous voulez nous laisser un message sonore, question, commentaire ou nous parler de la nouvelle
chaîne YouTube de Dumas. La plateforme, c'est speakpipe.com, SPEK.com/mystérieux E avec un E à la fin. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On va le faire jouer en ondes si c'est respectable, bien sûr. Merci pour tous ceux qui nous ont envoyé de quoi cette semaine. J'étais bien content d'en avoir autant. Puis on va continuer à vous faire participer plutôt à l'émission en 2023. Donc là, on a parlé de Street of Fire. Mm-hmm. On a parlé de Can't Hardly Wait. On a parlé de Pro Ninja. On a parlé du fait que j'ai plus de job. On a entendu des messages sonores. Mais on va commencer les nouvelles. Oui. Puis si tu me permets, Yannick, je vais commencer parce que la nouvelle te concerne en quelque sorte. Parce ben oui, tu as travaillé, on le sait, sur le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, qui a remporté un franc succès, qui est maintenant disponible sur Game Pass pour les abonnés du Game Pass de Microsoft, de Xbox, pardon. Et il y a eu une annonce, ma foi, intéressante, mais aussi très mystérieuse, qui est sortie la semaine passée. Il y a les gens du site Polygon qui est... imaginez Polygon comme un site de nouvelles, mais qui se tient au Myland. C'est un peu ça, genre. C'est design épuré. Ouais, design épuré. Jeux vidéo, mais tu sais, c'est plus. Là. On est expérience jeux vidéo, mais pour adultes. Adultes dans le sens de sophistiqué. Et ils ont eu une entrevue avec un certain Doug Rosen, qui est le vice-président senior de Paramount Global, qui en ce moment, et là, je comprends pas trop comment, là, possède les droits de Teenage Mutant Ninja Turtles pour l'exploitation globale, si je comprends bien. Oui, Kevin Eastman et Peter Laird ont vendu tout. En fait, Peter Laird a tout vendu ses parts à Kevin Eastman de TMNT. Pendant bien des années, Kevin Eastman était le seul à gérer TMNT. Et éventuellement, le bon Kevin a vendu le tout à Nickelodeon pour qu'il gère. Mais Nickelodeon, c'est pas Warner? C'est là où je deviens un peu mélangé. Puis là, on parle de Paramount Global. Nickelodeon, c'est Paramount, Viacom, tout ça. Là. Voilà. Mais lui, il est encore comme. Oui, il participe encore. Avec la franchise, tout ça, mais là, c'est eux qui gèrent ça maintenant. C'est ça. C'est comme si vous vendez votre compagnie, mais vous êtes encore impliqué comme un consultant ou un participant occasionnel. Puis d'ailleurs, Kevin Eastman, son nom va revenir dans l'annonce dont je vous parle. Donc, c'est ça. Polygon a fait une entrevue avec ce Doug Rosen. Puis là, merci Yannick, tu as élucidé le mystère que Paramount Global possède, donc les droits de la franchise, et il a annoncé la sortie d'un jeu AAA, donc un jeu quand même à grand déploiement, action role-playing RPG, un peu à la God of War, et pas basé seulement sur les personnages des Teenage Mutant Ninja Turtles, mais bien du comic book coécrit par Kevin Eastman, The Last Ronin, dont on avait parlé à l'émission, à l'épisode 759, où on est projeté d'un futur où 3 des 4 Turtles sont morts, ont été assassinés. Et le dernier des frères mène un combat contre le despote qui contrôle le New York d'un futur post-apo. Essentiellement, c'est ça. Une BD qui avait beaucoup de potentiel, mais pour moi, je trouve que le rendu est, disons, plutôt décevant, surtout au niveau de l'art. Ça reste une BD très bancale, mais c'est une excellente prémisse pour faire un jeu vidéo. Et ce jeu vidéo est en préparation, mais le studio n'a pas été dévoilé pour l'instant. On ne sait pas qui travaille derrière, mais on sait que ce sera un titre AAA. Je suis bien intrigué. Encore une fois, la BD m'avait laissé un peu sur ma faim, mais je crois qu'il y a énormément de potentiel. Si ça vous intéresse, la BD, c'est un 5 numéros qui est sorti en 2020 sous IDW Publishing, et on en a parlé à l'épisode 759. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit quand tu entends un truc comme ça, Yannick? Je trouve que ça vient titiller la fibre du vieux fan qu'on peut être. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que j'ai aimé ce comic-là plus que toi. Okay. Mais je trouve que c'est une bonne idée pour un jeu vidéo. Je trouve que si t'es pour le meilleur, une des meilleures situations, si tu adaptes une licence pour un jeu comme ça, c'est si tu peux te l'approprier, c'est d'avoir le temps et les ressources de te l'approprier puis de faire un peu ta propre version ou de pouvoir prendre une version qui existe déjà et la peaufiner en jeu. Je trouve que il aurait pu faire OK, on fait un jeu de Ninja Turtles, il est potentiellement très bon ce jeu-là, mais faut comme que tu réinventes un peu la roue de ce que tu es en train de faire, puis faire coller un genre. Tandis que je trouve que vu que c'est quelque chose qui existe déjà, puis décider de faire comme non, on prend Last Ronin, puis on fait un jeu de Last Ronin, je trouve que c'est vraiment comme une bonne idée, parce que tu sais, ça pitch des yeux sur un comic
qui existe, ce qui est tout le temps bon. Mais aussi, ça permet de faire vraiment comme nous autres, on veut faire les Turtles de 1987 du dessin animé. C'est du cartoon. Fait qu'on a comme sculpté notre jeu autour de ça. C'est une bonne idée de faire ça, je pense, pour une autre version d'une franchise. Versus, tu pourrais faire, on fait les Tortues Ninja, puis on invente notre propre continuité, mais même là, des fois, ça c'est potentiellement assez difficile à faire. Un exemple qui a eu du succès de ça, c'est les jeux d'Arkham de Rocksteady de Batman. Sure. Mais mettons une grosse partie de cette fondation-là. C'est Paul Dini. C'est Batman Animated. C'est Batman Animated avec un skin rendu plus profond, plus mature. D'ailleurs, c'est drôle parce que puis on va pouvoir faire un lien avec Rocksteady, parce que Rocksteady qui avait travaillé sur les jeux de Batman à l'époque, quand la trilogie avait été complétée, il y avait eu des rumeurs qu'il allait s'attaquer à un jeu de Turtle, puis je trouvais que le match était parfait. Malheureusement, ça n'a jamais eu lieu. Puis là, ils sont en train de travailler sur Suicide Squad, un jeu de Suicide Squad, mais un peu à la manière du jeu de Batman de Rocksteady, le jeu AAA qui a été annoncé par Doug Rosen sera plus mature, à l'image de la BD, qui n'est pas destinée nécessairement à des enfants, où là, le cartoon l'était, celui des années 80. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il y a une bonne base à la BD pour faire un bon jeu. C'est ça qui m'intéresse. Un peu à la manière de Batman ou un peu à la God of War. Fait que bien hâte de voir ça. J'imagine que ça ne sera pas demain la veille, mais au moins que c'est annoncé, je suis très curieux. Qu'est-ce que tu avais de ton bar sinon, Yannick? J'aimerais ça parler d'une bande dessinée qui est sortie la semaine passée. En fait, qui existait depuis un petit bout. Je veux parler de Flavor Girls de Loïc Locatelli, qui est un BDiste français qui, lui, vit au Japon, qui travaille dans l'animation au Japon. Et Flavor Girls, c'est ce qui s'appelle un comic de Magical Girl, essentiellement de Sailor Moon. Oh yeah! De jeunes filles qui se transforment et qui ont des super pouvoirs. Et l'histoire la prémisse de Flavor Girls, c'est qu'il y a une race extraterrestre qui s'appelle les Agartha qui menace la planète Terre, mais les mystérieuses forces de Mère Nature y ont donné des pouvoirs Sailor Moon-esques à 4 jeunes dames qui s'appellent Camille, V, Naoko et Sarah, et elles deviennent les Flavor Girls. Puis il y a le premier trade est sorti la semaine dernière. Avant, c'était un webcomic. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert jadis. Et je te le montre direct là. Alors, tu vois que le style, c'est très coloré. C'est volumineux, et ainsi que Ghibli-esque, un peu aussi dans le dessin des personnages. Puis c'est le fun parce qu'ils s'appellent des Flavor Girls parce que c'est Mère Nature qui leur donne le pouvoir. Puis leurs pouvoirs sont comme basés sur des fruits, en fait. Fait que, tu sais, il y en a une que elle a sa baguette, puis c'est une pomme grenade, mais elle pitch des pommes grenades qui explosent. Ça peut faire comme une pluie d'explosions comme ça. Il y en a une que c'est avec un ananas. Fait que là, tu sais, fait que les pics sortent, puis elle peut faire comme pousser comme des feuilles d'ananas qui rotatent comme un hélicoptère. Tu sais, il y a comme l'affaire qui est vraiment intéressante de ça, c'est que vu que Loïc Locatelli travaille en animation, tu vois qu'il a créé les personnages en termes de c'est quoi une animation d'attaque qui est comme basée sur un fruit ou un sortilège ou un move d'action qui serait le fun à faire puis qui est basé sur un fruit en même temps. Fait que ça fait des scènes d'action qui sont remplies d'inventions et qui se battent contre des extraterrestres. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire qu'un peu à la manière du cartoon de Sailor Moon dans les années 90, il y avait des séquences où il y avait des scènes qui étaient on les réutilisait à chaque épisode, une attaque en particulier. Power Rangers a ça aussi. C'est ça que tu veux dire? Ben non, ils ont plusieurs attaques différentes, mais tu vois qu'il a pensé... Je serais peut-être même pas surpris qu'il a pensé comme... L'ananas pitch des pics, c'est cool ça. Puis qu'il a créé un personnage le fun qui vient avec ça. Puis c'est un comic vraiment charmant. Tu vois aussi que c'est vraiment aussi le comic de quelqu'un qui fait quelque chose comme voici des affaires que j'aime faire dedans. Fait que tu sais, ces aventures-là de jeunes femmes, puis ils se promènent
l'antre mystérieuse de Mère Nature avec plein de cavernes avec des affaires funky dedans. Puis quand les extraterrestres attaquent, ben, ils ont plein de designs, le fun, variés. C'est un comic qui est vraiment le fun. Je pense que vous pouvez le lire en ligne encore si vous cherchez Flavor Girls. Mais c'est ça, le trade. Moi, j'aimais bien ça. Puis le trade sortait la semaine passée, alors je me suis acheté. J'ai bien aimé ça. Il est publié où, Yannick? C'est publié par Arcaia. Aussi par Boom Studios, aussi par la bande. C'est quelque chose qu'ils font souvent avec des webcomics. Ils l'ont fait par le passé. Puis c'est ça. Bref, je le recommande. C'est un bon All Ages. Puis c'est ça. Je pense qu'il y a juste. Peut-être je pense qu'il a lettre en plus aussi. Je pense qu'il fait toute la couleur, il fait tout le dessin. Il l'écrit aussi. Est-ce que tu sais s'il va y avoir plusieurs numéros? Parce que le premier volume est assez gros, là, c'est assez volumineux. Je pense qu'il va en avoir d'autres, oui. Je pense qu'il a pris un break après celui-là et il va écrire d'autres aventures pour les Flavor Girls. Et éventuellement, ça va être un nouveau volume. Mais en attendant, je vous le recommande. C'est le fun. Super, cool. Merci beaucoup. Ça a l'air vraiment intéressant. J'ai jeté un œil à ça. Qu'est-ce que j'ai dans mes trucs? Tu veux-tu entendre un petit peu parler de Ghostbusters Firehouse, qui est le prochain Ghostbusters? Pourquoi pas? T'avais-tu vu Afterlife? Est-ce que t'avais aimé ça? J'ai pas particulièrement aimé ça, je te dirais, mais je dirais pas que c'est mauvais pour autant. Mais c'est mon juste feeling. Que j'ai pas particulièrement aimé ça, que je trouve que beaucoup de ce film-là, c'est comme d'autres genres, puis là, c'est comme, à un moment donné, voici c'est Ghostbusters, puis il y a comme une super révérence à Ghostbusters que je peux respecter. Mettons que tu aimes ça, Ghostbusters, en motadine, mais il me semble que Ghostbusters, ça fait partie de la vibe que t'es pas supposé avoir une révérence mythique pour ça. Le côté col bleu est pas très présent, moi, je trouve, dans le film. Puis la révérence prend souvent beaucoup de place au détriment du scénario. Je suis d'accord. Mais attends, juste faire rentrer notre ami Laurent Boutin qui vient juste d'arriver, là, parce qu'on va le faire. Salut, Laurent. Pour lesquels vous devriez avoir de la révérence. Bonjour, les gars! Salut! Oui, t'as été plus vite que moi cette semaine, Laurent. Excuse-moi, mon cerveau. Si j'avais un chapeau, je l'aurais levé, Laurent. On va lever un chapeau imaginaire ou un chapeau radiophonique pour les gens à la maison. Vos cheveux, non? C'est vos vrais cheveux. C'est mes vrais cheveux, ça. C'est ça. Wow. Et oui, notre petite casse de podcast. Voilà. Ghostbusters Afterlife va avoir une suite. Ça a été annoncé quand même un bon bout de temps de ça. Et c'est le partenaire de Jason Reitman qui va réaliser le film. Jill Keenan, qui s'appelle, je crois. Si je me souviens bien, il a déjà réalisé plusieurs trucs par le passé. Mais là, il y a une distribution qui a été... en fait, je reviens un peu en arrière. J'en ai parlé la semaine passée. Il y a le tournage qui a commencé en Angleterre. Et ça avait été annoncé. On a annoncé que Ghostbusters Afterlife semblait ne pas être qu'un nom de code, mais un titre... pas Afterlife, pardon, Ghostbusters Firehouse, qui allait être le titre final pour le film. Non, pas Firehouse, excusez. Ghostbusters Hell Kitchen. Get it together, Ben. Get it together. OK, ça, c'est le titre officiel. Et là, Deadline a rapporté qu'en plus que le tournage a commencé, qu'il y avait des gens qui se joignaient à la distribution, et pas n'importe qui. Deux rois parmi les geeks, Kumail Nanjiani et Patton Oswalt, que je trouve que c'est... OK, on n'a pas dit quel personnage il allait incarner, mais je trouve que c'est quand même assez audacieux de les mettre dedans. Quoique j'adore Kumail Nanjiani et Patton Oswalt, donc qui vont rejoindre, bien sûr, dans la distribution qui est composée de Paul Rudd, Carrie Coon, McKenna Grace, Finn Wolfhard et Celeste O'Connor, et bien sûr Dan Aykroyd et Ernie Hudson. Sorti quand même assez tôt, là, 20 décembre 2023, ça s'en vient. Et j'ai bien hâte de voir qui ils vont incarner parce que est-ce qu'ils sont des Ghostbusters? Est-ce que ça va être des personnages tierces? Je ne le sais pas. Et pour faire un pont, parce qu'on parlait de distribution, faire un pont avec la question de notre ami Red Hulk tantôt, il y a Collider juste avant l'émission qui a rapporté que Liv Tyler sera de retour dans le MCU, dans le film Captain America New World Order, qui va mettre en vedette Anthony Mackie dans le rôle du nouveau Captain America, et va reprendre le rôle de Betty Ross, la fille de General Ross, qui sera incarné dans les prochaines itérations par Harrison Ford. Donc, on a Betty Ross, on a l'Abomination qui revient dans le prochain film, joué par Till Blake Nelson. J'ai comme un feeling que notre ami vert sera pas très loin. En tout cas, si c'est pas le cas. Samuel Stearns, le master? Oui, c'est ça, exactement. Le leader. Le leader, oui. C'est ça, exact.
Donc, j'ai l'impression qu'on va revoir Mark Ruffalo prochainement dans le film. Mais oui, ça vient d'être annoncé, Liv Tyler qui revient. Elle n'avait pas été dans le MCU depuis The Incredible Hulk de l'époque. Ça date il y a quand même un bon bout de temps. C'était le premier ou le deuxième? C'est le premier dans le MCU, donc c'est pas celui avec Ang Lee. Celui d'Ang Lee est déconnecté de la continuité. Okay. Celui avec Edward Norton. Celui avec Edward Norton fait partie techniquement de la continuité. D'ailleurs, dans la série de dessins animés What If, quand on a revisité les événements du film, le personnage qui était incarné dans le film par Edward Norton était remplacé par une figure qui rappelait celle de Mark Ruffalo. Donc, c'est canon dans le MCU Incredible Hulk, même si on ne fait pas souvent... Il ne fait pas souvent référence. Donc, moi, j'ai l'impression que Hulk sera présent aussi dans ce film-là. Fait que c'est ce que j'avais de mon bord. Mon beau Laurent, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Vous de même? Comme ça peut. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous autres? Écoute, j'ai des nouvelles. OK. J'ai d'abord une nouvelle que j'ai pris sur Pitchfork, le site de musique, qui l'ont pris sur Deadline. Comme quoi, Questlove, le fameux batteur du groupe The Roots. Yes. Le batteur. Le plus cool batteur au monde. Questlove, qui est un réalisateur depuis peu, en 2001, il a sorti un documentaire qui s'appelait Summer of Soul, qui était, ma foi, très bon. Il a gagné l'Oscar en 2022 du meilleur documentaire et le Grammy cette année-là pour le Best Music Film. Il a enfin annoncé qu'il ferait un deuxième film, et ce deuxième film sera un remake des Aristochats de Disney. Non. Ouais. Pour l'instant, peu d'informations. On sait que c'est... Questlove sera le directeur, le executive producer, et il va évidemment avoir droit de regard sur la musique. Le script est écrit par Will Gluck et Keith Bonin, que j'ai oublié de checker s'il y avait d'autres choses à leur actif. Donc, bien particulier comme choix de film. Ouais. Puis, on annonce, écoute, ça dit que ça sera un live-action / hybrid. Ils n'ont pas compris avec Cats, hein? Mais moi, j'imaginais plus... compris. Ou ils ont peut-être super compris, t'as raison. Oui, c'est ça. Voici quoi ne pas faire. Moi, j'imaginais plus comme, genre, les humains seront vrais, les chats seront Lion King-esque, mettons. I guess que ça sera ça. Fait que je sais pas. À voir. J'ai quand même confiance en Questlove, mais je trouve que c'est quand même un drôle de projet. Surtout, je veux dire, il était très bon son documentaire, mais on s'entend qu'il a rabouté des bouts de films, puis il a interviewé une couple de personnes, puis il a tout sacré son son. C'est comme autre chose que de faire des chats animés. Mais pourquoi pas? Ben, why not? Mais je trouve ça... Tu sais, comme Disney, à un moment donné, faisait des suites dans leurs grands films directement en VHS puis en DVD. Là. Il y a eu Aladdin 2, 3, 4, puis il y en a eu plein comme ça. Puis là, ils sont dans une espèce de passe de refaire des vieux films d'animation en real life, entre guillemets. Fait que tu sais, tu passes du dessin animé pour Lion King, mais tu mets du CGI à la place, puis là, ils le font avec la petite sirène. Je trouve ça... Je comprends pas... J'imagine qu'ils viennent stimuler les poches de ceux qui étaient jeunes dans les années 80-90, puis leur donner le goût de venir d'amener leurs enfants en salle. C'est ça qu'ils font? Moi, c'est ça qu'ils font pour moi, parce que quand tu me dis Aristochats, je pense à la garderie qu'il y avait à la Sarre dans mon patelin, où il y avait des Aristochats peints sur la pancarte d'en avant. Oh. Et quand je les voyais, je suis comme, comment est-ce que cette garderie-là est affiliée avec Disney? Oui, tu voyais déjà la grande machination. Ouais, je voyais ça. Mais tu sais, quand on était plus jeune, les commerces, ça existe encore, c'est des commerces qui s'en crispent, qui sont comme... Oui. Le dépanneur Super Mario, puis t'es comme, OK, ils font tantôt, je passais devant une garderie qui s'appelle la garderie Les Amis des Schtroumpfs, qui est dans Villeray. J'allais exactement name-dropper ça. Je l'ai vu, genre 4 jours. D'autres, j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. J'ai failli la prendre en photo, mais j'étais pressé. Je me suis dit, Laurent, va pas y croire. Il y a une garderie qui s'appelle la garderie les Amis des Schtroumpfs. L'ami des Schtroumpfs, oui. Puis il y a comme j'ai mon téléphone. Je suis en train d'écrire le numéro d'urgence pour ça. Le 1-900-444 Payo. Puis là, on va les alerter à cette fraude de copyright tout de suite. Sacrément. Ouais, il y a comme une ligne 24 heures. Ça avait pas l'air d'une garderie qui avait un super gros budget pour payer soudainement des droits. Mais il y a une institution... non, ça c'est clair, mais d'un, ils ont utilisé le Grand Schtroumpf puis la Schtroumpfette sur la couverture. Puis Schtroumpf, c'est une marque déposée, mais il y a une instance gouvernementale qui j'imagine que c'est pas ma job de checker ça, qui a accepté ça, parce que les autres, c'est pas eux autres qui gèrent les droits comme tels. Ils vont donner la licence ou ton nom de compagnie, c'est
Les Laurent Boutin, OK, c'est les Laurent Boutin. Ils vont pas vérifier si Laurent Boutin appartient à quelqu'un d'autre ou c'est une création de Peyo. Là, ouais, mais peut-être aussi, tu sais. Oh, ça a coupé, vas-y, Yannick. Ça serait cool qu'il est comme, je regarde vos peintures, là, le grand Schtroumpf, sa barbe est supposée être blanche. Si vous voulez qu'on prenne ça, là. Ben non, mais aussi, je veux dire, un nom enregistré et un nom de devanture ne seront pas nécessairement pareils. C'est peut-être la garderie Laurent Boutin puis que j'ai décidé d'appeler ça les Amis des Schtroumpfs, mettons. C'est vrai. Ouais, puis une compagnie peut avoir aussi plusieurs noms, par exemple. Ouais. Surtout quand elle n'est pas incorporée. Voilà. Ça, c'est une autre histoire. Ben oui, écoute, je me suis perdu de pourquoi je sais pas on parlait de ça, mais les Aristochats? Ouais, les Aristochats. Oui, c'est vrai, on est passé de la devanture aux Aristochats. Ouais, moi, j'étais gardé dans la garderie Félix le Chat quand j'étais jeune. Ah ouais? Pas sûr qu'ils ont gardé les droits aussi pour ça. C'était peut-être déjà dans le domaine public, Félix. Bonne question. C'est le cartoon qui, quand j'étais jeune, je tripais pas tant parce que je comprenais pas ce qui se passait. C'est ça, puis l'alinéa, là, je me sentais mal quand je l'écoutais. Tu te sentais pour toi. Ouais. OK. Où est-ce qu'on en est, là? Je pense qu'on est à Yannick. Oui, ben regarde, moi, j'aimerais vous parler qu'il y a, dans les derniers jours, il y a eu un nouveau trailer pour Shin Kamen Rider. Je l'ai vu. Parce que Shin Kamen Rider est sorti il y a une dizaine de jours au Japon. Shin Kamen Rider, c'est comme le troisième dans une trilogie où Hideaki Anno, le créateur de Neon Genesis Evangelion, a décidé de juste refaire des grandes figures du tokusatsu d'une façon à la fois fantaisiste et réaliste. Bien de son cru, il a fait un Shin Godzilla, qui est un film qui est très acclamé, et l'été passé à Fantasia, il y a eu Shin Ultraman, que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et là, c'est Shin Kamen Rider qui vient de sortir au Japon, puis que j'espère qu'on va avoir bientôt en Amérique du Nord, peut-être à Fantasia cet été. On croise les doigts, parce que puis je trouve que ça a de l'air vraiment, vraiment cool. J'ai écouté une bonne poignée de Kamen Rider original à date, qui est le Kamen Rider est essentiellement un des ancêtres des Power Rangers, puis il est un être humain, un étudiant collégien qui est transformé en cyborg contre son gré par une néfaste organisation qui s'appelle Shocker, mais dans son cas, être transformé en cyborg, ça lui donne un suit vraiment sick et un casque qui lui donne l'air d'une sauterelle. Ouais, ça, j'ai pas compris. Pourquoi ça a l'air d'une sauterelle? Mais il n'y a pas souvent l'air de ça. Oui, je pense parce que Shotaro Ishinomori trouvait ça cool, que ça ressemble à ça. Puis ça lui permet aussi de transformer sa moto en une moto encore plus sick. Et il se bat contre les sbires de Shocker, qui sont tous des gens qui se font transformer souvent contre leur gré et deviennent des monstres. Et il faut qu'ils se battent contre eux autres. Puis la série originale, qui est disponible sur Tubi, est très teinté horreur creepy pour des enfants. Là. Les ombres sont noires en sacrament, puis il y a beaucoup d'histoires de un jeune enfant que son père se fait kidnapper, se fait transformer en monstre. Bref, les trailers sont super cool. J'ai hâte de voir ça ici en Amérique du Nord. Puis de ce que ça a de l'air, c'est vraiment utiliser les designs classiques, mais les rendre juste un petit peu plus modernes ou slick et la violence vraiment plus sanglante. Ce qui ne m'est pas choquant parce que quand tu regardes la série originale, t'es comme « Ah ouais, s'il y avait pu... il aurait mis du sang en estime. C'était pour les enfants. Pour vous donner une idée de la zone, parce que Jake m'a envoyé l'extrait, un des extraits qui est sorti la semaine passée où il y a les Kamen Rider, ou un des Kamen Rider, parce qu'il semble en avoir deux dans la bande-annonce, là, mais je parle pas japonais, fait que je suis un petit peu mélangé. Se bat contre des sbires génériques de ce type de ce film-là, puis les sbires font pas juste tomber puis rouler dans le sable, là. Ils explosent. Et la zone, c'est du RKSS. Et imaginez si RKSS faisait un film des Power Rangers. Donc, niveau de violence, mais tu sais, fast-pace, mais avec beaucoup de sang. Mais un sang qui est slapstick, là, c'est pas épeurant ou dégueulasse, c'est ridicule à quel point il y en a partout. C'est la zone dans laquelle Kamen Rider semble aller. C'est comme si t'écrasais une mouche avec une tapette à mouche, mais full de sang qui frisait de la mouche en même temps. C'est comme un dégueu fun dans ce temps-là. Fait que, mais oui, c'est ça, il y a deux Kamen Rider dans le film parce qu'il y en avait deux dans la série originale
que j'ai essayé d'élucider ça, mais comme un des acteurs avait été blessé, fait que là, ils ont juste comme slidé un nouveau Kamen Rider parce que, hey, buddy, il faut qu'on fasse 90 épisodes. Fait que pendant que toi, t'es pas là, il va en avoir un autre, t'en reviendras, puis il va juste en avoir deux, ça va être le fun. Pas compliqué. Fait que je comprends que c'est ça qui est arrivé dans la production. Selon mais le film ne suit pas la continuité de la série télé, c'est une nouvelle continuité en soi. Je pense que c'est tout. En fait, une autre affaire que je trouve cool, c'est que il y a ça dans Shin Ultraman, c'est que il y a comme une volonté d'essayer comme d'adapter comme 6 épisodes, mais crunchés en un film. Puis je pense que le film de Kamen Rider va faire pareil. Fait que justement, mettre ces deux personnages-là. Mais je pense que il va avoir plus de liberté, mettons, pris avec la continuité ou l'histoire originale, parce que c'était très sommaire et pas tant détaillé à l'époque. Et il y a aussi, vu que c'est basé sur Shotaro Ishinomori, lui qui était aussi un mangaka assez prolifique, il en a fait beaucoup. Il y a beaucoup de ces autres personnages qui semblent être dans le film, ou du moins des personnages qui leur ressemblent. Qui sont basés sur ses créations. Comme ça, on dirait qu'il voulait comme faire un genre de buffet de Ishinomori, comme on dirait qu'il y a Inazuman et Robot Detective K, surtout Robot Detective K, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui sont là-dedans, ou du moins des personnages qui leur ressemblent beaucoup. Alors, c'est ça a titillé mon cerveau qui est empoisonné par le Japon des années 60, 70, 80. Du bon shit. Des affaires pour enfants. Là. Fait que bref. Parce que je sais que tu avais fait une liste que tu l'avais envoyée à Jake. Est-ce que tu l'as partagé, cette liste-là, sur ton Substack? Parce que ça pourrait être intéressant pour... non, je vais checker ça dans mes fichiers. Écoute, je suis toujours à la recherche de contenu facile à faire pour le Substack. Alors, je pourrais mettre ça. Je vais aller chercher ça dans mes archives, voir. Et peut-être que justement, dans une nouvelle infolettre, vous allez trouver une liste de Power Rangers, de Ultraman à regarder. Si ça vous... D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a le spécial, je pense qu'on est rendu quoi, à 35e, 20e? Non, pas 35e, voyons, ça n'a pas rapport. Je pense 30 ans. Quand même, 30 ans Power Rangers, là, now and again, puis moi, je trouve que c'est débile qu'on ramène, débile dans le sens positif de la chose, là, qu'on ramène des acteurs qui ont joué ces personnages-là il y a 30 ans, dans les années 90. Puis je me demande si ça s'adresse à qui. Je dis, ben non, ça s'adresse à toi qui écoute encore les Power Rangers à 41 ans, puis qui fait peur à tes amis parce que ton trivia knowledge est rendu beaucoup trop granulaire, genre. Puis que la seule raison pour que je les réécoute pas, c'est que j'ai peur de retomber dans la piscine puis de me perdre là-dedans. Mais ça a l'air vraiment cool. Je suis le public cible, ça sort en avril sur Netflix, puis je vais être probablement en train de l'écouter. Sinon, ouais. Non, c'est ça, je vais l'écouter. Ouais, je vais regarder moi aussi, même si à cette heure, j'ai plus regardé des shows originaux que la version américaine. Des shows américains, ou plutôt plus, honnêtement, de néo-zélandais, parce que c'est tout tourné en Nouvelle-Zélande à cette heure. Mais moi, j'ai hâte de le voir. Vas-y donc, Laurent. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a près d'un an, même pas, en juin 2022, je pense, j'avais parlé de nouvelles comme quoi la compagnie Funko des jouets du même nom avait racheté la compagnie Mondo, qui est une compagnie plus de produits dérivés. De produits dérivés de la pop culture, mais un peu luxueux, donc des affiches limitées assez chères, des figurines, des trames sonores, vinyles, blablabla. Donc, on se demandait ce qui se passerait avec ça. Eh bien, il se passe que cette semaine, Funko a sacré pas mal de monde dehors chez Mondo et chez Funko. Eux autres même, en fait, là, de ce que j'ai compris, ils n'ont pas eu une super bonne année 2022, c'est-à-dire qu'ils ont vendu plus d'unités que l'année précédente, mais ils en ont aussi produit vraiment spectaculairement trop, puis ils se retrouvent avec un inventaire vraiment comme mirobolant et gros. On parle qu'il y a une nouvelle qui est sortie là, il y a quelques semaines qu'il se préparait à enfouir pour 35 millions de dollars de figurines Funko qui étaient pris en trop. Fait que je ne sais pas pourquoi ils ne les soldent pas à la place, mais non, ils vont sacrer ça à la jeu vidéo de E.T. dans le fond d'un trou. Je m'excuse au futur, là, c'est tellement... Moi, je veux vraiment savoir c'est quoi les pourcentages, c'est quoi les personnages. Oui, ben moi aussi, je me suis vraiment demandé comment il allait choisir qu'est-ce qu'il allait enfouir. Non, parce que tu sais, comme comme tu sais, moi j'ai toujours trouvé ça tout de même un peu grotesque, les Funko Pop, mais j'en ai même chez nous. Tout le monde en a eu. Fait que, parce que tu sais, ils vont faire comme
Jared de Silicon Valley avec son jacket de Pied Piper, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Mais ma blonde, elle l'a sur son bureau. Puis il y a qui elle a à côté? Elle a Alex Trebek de Jeopardy aussi, en Funko Pop. Tu sais, personne d'autre fait ça. Fait que, tu sais, je comprends. Moi, j'ai un petit flash de Grant Gustin dans son premier costume, puis un Shinsuke Nakamura dans le salon. Pas au-dessus de ça. Mais en même temps, je trouve... C'est parce que tout le temps... Il y en avait trop de toutes. Fait que c'est sûr que ça allait arriver, mais moi, ce que je veux savoir, c'est que si on se fait une expédition et on décide d'aller creuser dans le pit de sable où se trouvent ces Funko Pop-là, c'est qu'est-ce qu'on trouve? C'est-tu les kids de Stranger Things? C'est-tu le film récent de Hellboy que personne n'a aimé? Je pense qu'il y a des chances. Il y a des chances. Peut-être plus de chances que des kids de Stranger Things. J'ai pas de misère à penser que Stranger Things, ça s'écoule tout seul. Les personnages de Babylone, le film que personne n'est allé voir au cinéma. Hey, moi, je suis allé voir Babylone, puis il m'a dit... Premièrement, c'est sûr qu'il y a des Funko Pop de Babylone, mais Best Believe... Non, sais-tu quoi? Le monde qui aime Babylone sont assez crinqués habituellement, un peu comme moi. S'il y a des Funko Pop de Babylone, m'en acheter un, j'en fais le serment. Lequel tu prendrais? Appelons le quartier... j'aimerais ça avoir Diego Calva au début, quand il est sweet. OK. Et à la fin, vers la moitié, quand il est devenu un peu plus corrompu par Hollywood, Manny, puis il a les cheveux lichés par en arrière. Fait que là, tu as les deux. C'est clair qu'il existe, le Funko Pop. Là. Puis un des de Margot Robbie au début, quand il est bien crinqué. Puis quand elle doit enregistrer une scène avec du son pour la première fois, puis elle n'arrête pas de faire du bruit, puis tout le monde capote sur le plateau de tournage. Fait que ça, c'est mes 4. Ça, c'est mes top 4. Mais là, on n'est pas rendu là. Pogne-toi le set complet, là, Yannick. Je veux dire, t'es proche du but. Vient que l'éléphant. Ça serait la folie. Vient que l'éléphant, le set complet. Oui, l'éléphant que tu payes sur un piton qui chie, là, c'est ça aussi que je le veux. J'ai vu tout finalement, le personnage de Brad Pitt, toute la Gene Smart qui dit à Brad Pitt, « Hey, t'as-tu réalisé que la machine d'Hollywood allait te manger puis te cracher, puis c'est ton temps à cette heure? » Tous ces beaux personnages-là. En même temps, Yannick, on s'entend que... Pardon. On s'entend que... ce côté-là, Funko Pop, les Funko Pop qui vont être ensevelis, c'est notre E.T. d'Atari. Ouais. Tu sais, où est-ce qu'ils ont été ensevelis là, c'est notre péché. C'est l'épreuve de notre péché universel. Il me semble que le E.T. de Atari, ça a été fait dans un grand secret puis que ça a été une légende urbaine pendant longtemps, alors que là, on sait que ils vont aller enterrer plein de Funko. Tu sais, personne ne va y aller dans 30 ans. Ils vont y aller, je sais pas, dans 2 mois ou pas. Tu sais. Mais je veux, vous autres, vos top 3 de franchises ou d'affaires de pop culture que vous pensez qui fait partie de Big Bang Theory, il est dedans, c'est sûr pour moi. Schindler's List, je trouvais que c'était un Funko Pop qui était sa limite. Je suis désolé, là, mais... Ils sont en noir et blanc, par exemple, mais juste cool. pas la petite fille qui vient avec. Mais elle, dans le set, là. Elle doit être rare, la petite fille. Puis, c'est pas mal ça. C'est quoi l'autre? Le Funko Pop, je trouve... comment il s'appelle? Tu sais, là, qui suit, là. Comment t'appelles ça, quand? Qui suit? Non, mais tu sais, ils sont tous comme reliés ensemble, là. Ah, le Human Centipede? Le Human Centipede Funko Pop, ça, c'était un petit peu too much. Ouais. C'est surtout qu'il fallait que tu les achètes individuellement, ça cassait un peu l'idée, là. Oui, sinon, c'est juste un Funko Pop à genoux, là, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Si t'as juste 1, 3 et 5, là, t'es comme, mais là, si j'ai l'air d'un imbécile, je peux pas inviter personne à la maison. Il y avait un gars, quand je travaillais chez Ubisoft, il y avait sur son bureau, là, ça m'épatait, je connais pas le nom du dude, là, j'ai jamais parlé, mais il y avait des dizaines et des dizaines de Funko Pop qui mettaient dans des espèces de petites bibliothèques de plastique, donc il y avait plusieurs étages, un par-dessus l'autre. Fait que c'était juste une grosse motte de plastique sur son bureau, mais c'était hallucinant, ils les avaient toutes. Puis je les regardais, pas lui, mais les Funko Pop, je me dis, est-ce que c'est lettre? Je comprends pas pourquoi le monde triple là-dessus. Je comprends pas, je suis désolé. Mais on est allé loin, là. Pourquoi on parlait de Funko Pop? Moi, pour répondre à ta question, Yannick, je suis pas mal persuadé que l'entière gamme qui doit certainement pour vrai exister de Space Jam 2 oui, bon choix. En chemin vers les vidanges. Bon choix. Toute l'équipe de monstres
ennemi, là. Ah ouais, ça sent. Pas mal sûr que, tu sais, pourtant, j'en ai encore des bonhommes du premier Space Jam, mais je suis pas mal sûr qu'aucun kid a voulu des jouets de Space Jam. Attends, t'avais des bonhommes de Space Jam, le 1, toi? J'ai encore Marvin the Martian, qui c'est peut-être un jouet de McDonald's. Il y a des chances que ce soit un jouet de McDonald's. Mais ouais, ça existe. Donc, Mondo, ouais, qui a mis... Oui, en fait, la division poster a été mise à la porte, finalement. Ben, là, c'est toujours pas clair. En fait, les premières nouvelles rapportaient que c'était fini les posters, on a arrêté ça. Les deux fondateurs, Rob Jones et Mitch Putman, ont été mis dehors. J'ai vu Comic Book Resources faire un update de leurs nouvelles disant, écoutez, finalement, il y a eu plus de Cooper chez Funko en tant que tel que chez Mondo et ça devrait pas toucher les posters. J'ai pas vu personne d'autre qui faisait ce rectificatif-là. Non fait plus. que stay tuned. Je sais pas non plus la division 10 si ça sera touché. Je sais pas. Puis j'ai vu une couple d'artistes de posters qui étaient comme, ben pour vrai, si les deux fondateurs sont partis, genre c'est plus Mondo pour nous. Non. Fait que ça se peut que nous aussi on suive le mouvement parce que juste Funko, c'est juste Funko. C'est pas ça la game qu'on nous a promis, fait que who knows, mais non, mais j'ai regardé, triste, j'ai suivi ça, là, on parle d'une trentaine d'employés, puis on parle de trentaine d'employés de la division qui est dédiée aux affiches, puis comme tu l'as mentionné, les deux fondateurs qui avaient suivi le bateau quand le bateau avait été acheté l'année passée, et le directeur artistique de Mondo, Eric Garza, qui aussi a été mis dehors. Mais oui, la division va techniquement rester, puis comment elle va se déployer, comment elle va exister, je ne le sais pas. Mais pour l'instant, l'idée, c'est que Mondo, c'était très, très, très niché. C'est c'est des gens qui faisaient affaire avec des artistes qui venaient de tout acabit, du monde qui ont participé, entre autres, dans le comic book. Pour moi qui suis beaucoup d'artistes, j'imagine que c'est même le cas pour toi, Yannick, sur Instagram, des artistes de comic book, tout le monde a été affecté de près ou de loin. Quelqu'un a déjà fait, n'importe qui a fait déjà un contrat pour Mondo ou connaît quelqu'un qui a déjà fait un contrat pour Mondo. Fait que moi, mon feed, la semaine passée, quand l'annonce a été annoncée, c'était juste du monde qui était en tabarnak. Fait que si les deux fondateurs, qui ont quand même eu une bonne cagnotte, là, qui ont été achetés l'année passée, veulent relancer de quoi, le même discours qui était partout, c'est on va les suivre. On sait pas c'est quoi, mais on va les suivre. Puis je serais pas surpris que ça arrive, là, que Mondo renaisse ses cendres, mais sous une autre étiquette. Ou en tout cas, l'essence de Mondo renaisse sous une autre étiquette. C'est ça, tu sais, je veux dire, c'était extrêmement niche, mais en même temps, ils ont trouvé leur public parce que toutes leurs affaires étaient sold out dans le temps de cligner des yeux aussi. Fait que, bon. Ils faisaient des pressings vinyles aussi, avec des jaquettes vraiment soignées, avec des belles illustrations. Ils faisaient vraiment beaucoup de stock. Oui, il était très proactif. Laurent l'a mentionné, mais il faisait aussi des figurines. Là, on parle vraiment de la division affiche. Facile Mundo, c'était beaucoup plus large. Là. Il y avait tout un... c'était lié aussi, à l'époque, là, ça ne l'est plus, mais c'était lié aussi à Alamo Drafthouse, qui est une chaîne texane de cinéma où si tu textes, ils te calissent dehors, ce que je pense qu'ils devraient faire partout. Tu sais, avec un environnement vraiment dédié cinéma. C'est pas un cinéplex. Là. C'est une expérience cinéma qu'on préconise. Donc, ça faisait partie de leur ADN, là, quelque chose qui était plus léché, un contenu plus pour les adultes aussi, des gens qui trippent ça à pop, mais qui sont tannés d'avoir des Funko. Là. Ouais, fait que stay tuned. Moi, c'est quand même une compagnie que je veux dire, j'achète pas souvent parce que ça coûte cher, surtout quand on pense que c'est en argent américain et que le shipping et tout. Mais tu sais, j'ai quand même une coupe de vinyle, puis j'aime bien. En tout cas, j'ai jamais acheté un poster, mais je les trouve toujours beaux. Souvenez-vous de l'époque où, dans les congrès, Marvel et DC étaient présents pour recruter des nouveaux artistes. C'est une chose qui ne se fait plus depuis plusieurs années. Non, je m'en souviens pas. J'ai jamais connu ça. Non, je pense qu'on ne l'a pas vraiment connu, surtout pas en fait dans les congrès, les plus petits congrès que nous, on avait ici au Québec, là, spécifiquement à Montréal. Comic-Con à l'Hôtel Delta dans le temps. Non, je pense pas qu'ils se déplaçaient pour ça. D'ailleurs, Marvel et DC n'ont pas de présence officielle, à ce que je comprends, au Comic-Con de Montréal. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'événement, c'est juste une question de taille. Je pense que pour eux, il faut que ça soit un certain bassin pour que ça soit rentable de se déplacer. Quoi qu'il en soit, ça va revenir, et pas sous forme de POG, mais pas pour Marvel et DC, mais pour Frank Miller Presents. Frank Miller Presents, qui est la maison d'édition de Frank Miller, qui a été lancée, ça va faire une année, donc ça va être bientôt le premier anniversaire. Et l'éditeur en chef de Frank Miller Presents, c'est Dan DiDio. C'est probablement un nom que vous connaissez si vous lisez du comic book depuis un bout de temps, parce qu'il a été pendant des années chez DC Comics à titre d'éditeur en chef. Ben, il va
L'homme qui détestait Nightwing. Il détestait Nightwing. Il voulait souvent tuer Nightwing. Là, il était comme, non, il s'était fait dire comme, non, faut pas tuer Nightwing. Il ramenait tout le temps ça à ça. T'es comme, un véritable Two-Face à vouloir tuer Nightwing. Ben donc, Dan DiDio va parcourir les congrès aux États-Unis, encore une fois, pour aller à la recherche de nouveaux talents. Donc, vous allez pouvoir, si vous habitez aux États-Unis, réserver une page horaire pour que votre portfolio soit évalué par Dan DiDio et les gens de Frank Miller Presents. Disons que pour s'abonner ou plutôt pour enregistrer une page horaire, il faut passer par les différents congrès. Il n'y a pas une page unifiée là, sous Frank Miller Presents, mais vraiment, ça se passe par les événements. Et donc, pour l'instant, c'est juste aux États-Unis, quelques places, je pense à peu près 7 congrès au total. Mais leur but, c'est d'aller chercher des nouveaux talents. Principalement, ils cherchent des pencilers, donc des dessinatrices, des dessinateurs. Pas des encreurs ou des coloristes pour l'instant, mais vraiment des dessinateurs. Sinon, petit mot vraiment rapidos pour vous dire que j'ai bien fait de continuer d'écouter Star Trek Picard parce que la saison 3 est vraiment le fun. Je trippe au bout. Oui, quand il y a ce qu'on appelle les éléments du New Trek là, que je déteste, là, où c'est greedy, puis cave, puis très méta, style Buffy style, je déteste, mais il y en a très peu dans la saison 3. Puis c'est comme le film de TNG ou le nouveau film de TNG après Nemesis qu'on n'a jamais eu. Je pense que le simple fait que Patrick Stewart est entouré d'acteurs qu'il a connus pendant tant d'années, ça l'aide à le ravigorer un petit peu, le réveiller parce qu'il était un peu l'ombre de lui-même dans les 2 dernières saisons de Picard. Puis au niveau de l'écriture, je dois dire qu'il balance beaucoup le Monster of the Week, l'intrigue générale, puis les rapports sociaux entre les personnages que les 2 premières saisons de Picard avaient complètement évacués. Et je sais pas où ça s'en va, mais ça livre, puis ça livre. Puis il y a du bon fanservice, mais bien fait. Du Star Trek nouveau, mais pas trop cave. Et gâtez-vous si vous avez été très déçus par Picard saison 1 et 2 ou Discovery. La 3, si vous êtes fan de TNG, ça va vous consoler. Ils ont pas pris ça à la légère. Puis je suis content parce qu'il n'y a pas eu de pause entre la saison 2 et 3 de Picard. Ils ont fini la 2 puis ils ont entamé la 3, je pense, le lendemain. Et pourtant, j'ai l'impression qu'ils ont été en mesure de s'ajuster, d'adapter leur contenu. En tout cas, au niveau scénaristique, on est à des années-lumière des 2 premières saisons. Je suis content pour toi. Ben écoute, il faut des petites victoires. Hein? Un applaudissement de golf. Voilà, très poli. Est-ce que quelqu'un avait autre chose, toi? Laurent, te restait quelque chose? Juste mentionner très rapidement que j'ai pas vu passer la bande-annonce de Shin Kamen Rider. Par contre, j'ai vu passer cette semaine 2 autres bandes-annonces pour des affaires de kaiju. Il y en a une, c'est la nouvelle série de Gamera sur Netflix. Il y a une bande-annonce qui est sortie cette semaine. C'est en animation, je le rappelle. Ça nous promet 6 épisodes et que Gamera se battra contre 5 kaiju au cours de ces épisodes-là. Fait que ça va pas niaiser avec la POC. Est-ce qu'il y aura un épisode d'Origin puis après de la tapoche? C'est ça qu'on veut. Je suis pas sûr que je trippe sur ce que j'ai vu dans l'animation des personnages humains à date. Mais l'animation globale est weird un peu. Là. Ouais, mais les monstres ont l'air cool. Fait que je vais laisser la chance aux coureurs. Sure. Puis j'ai aussi vu passer la bande-annonce d'un film qui s'appelle Ape versus Mecha Ape. Je l'ai écouté tantôt, ça. Ouais, hein? T'es-tu excité? Ben, je suis pas excité parce que c'est Asylum qui l'a fait, mais le concept m'épate, là. Ouais, on dirait que c'est tout le temps la même affaire. Je suis comme, ah ouais, c'est Asylum. Mais ça a l'air nice, pareil. Ce film-là, en fait, sera la suite d'un film que j'avais pas vu passer qui s'appelle Ape versus Monster, qui est sorti en 2021 et qui surfait vraiment comme Asylum sait si bien le faire sur la nouveauté de Godzilla versus Kong. Ils sont comme, nous aussi, on a un gros lézard et un gros singe, c'est juste qu'eux, ils n'ont pas de nom. Fait que, puis il y avait Eric Roberts comme premier rôle, en plus. Ouais, mais il n'y a pas d'orgueil, Eric Roberts, là, tu lui donnes... Ben, c'est ça. Mais fait que là, c'est la suite, c'est le même singe, par contre, il n'y a pas Eric Roberts, mais il y a un gros singe mécanique qui fait que, coudonc, je ne suis pas fait en bois, hein? Fait que, oui, c'est ça. Moi, j'ai ça. On a si peu de temps sur cette terre. Ben, si peu de temps et quand même si peu de gorilles mécaniques géants. Oui, absolument. Exact. Écoutez, moi, j'aimerais juste donner un petit mot ce week-end, j'ai été à un visionnement de Dungeons and Dragons Honor Amongst Thieves. Et
Pour ma review complète, vous allez devoir aller écouter le prochain épisode des Voyeurs de Vue au voyeurdevue.com qui va être disponible ce samedi prochain. Mais en attendant, j'aimerais vous dire que ça m'a agréablement surpris. OK, c'est ça, je voulais savoir. Ouais. Moi, je m'attendais à un Xerox du premier Guardian. C'est ça, je me demande. OK, puis on n'est pas là. Puis, en fait, c'est pas ça, mais c'est bien fait, avec beaucoup de sincérité et l'humour est vraiment bien dosé dedans. Fait que ça a été mes grosses surprises. Puis aussi, c'est ça, tous les acteurs sont bons. Pour en parler davantage, pour plus de détails, ça va être dans les Voyeurs de Vue. Mais si jamais vous étiez pas sûr ou curieux, je vous répands la bonne nouvelle. La nouvelle aussi, la seule nouvelle qui compte. Excellent. Yannick, si on n'a pas d'autres choses, on prend une petite pause et on va parler de la BD de la semaine. Mais juste avant, je vous invite à aller donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Je vous rassure, c'est pas parce que j'ai perdu ma job que je vais utiliser cet argent-là pour moi. Malheureusement, je ne peux pas. J'aimerais, si ça c'était, écoute, si on avait 2000$ par mois, oui, je me versais un salaire, mais ce n'est pas le cas. Tout l'argent qui est recueilli est utilisé et réinvesti dans les Mystérieux Étonnants. Donc, si ça vous intéresse à nous encourager, allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton Faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vos Patreon. Plateforme vraiment simple à utiliser. Vous pouvez donner pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, arrêter et recommencer quand vous voulez. Il y a des gens qui quittent pendant 6 mois puis qui reviennent pour 1 mois ou 2. Il n'y a pas de rien, il n'y a pas de bonne recette. Tout don est accepté et réutilisé dans le projet. Donc, en échange, on vous donne du contenu exclusif. En ce moment, on a Bifurcation dédiée au réalisateur David Lynch. La semaine passée, on a commencé notre cycle dédié à David Lynch. Je fais ça avec Rémi Fréchette et Guillaume Saint-Cyr. Et l'épisode était disponible pour tous et toutes. Donc, vous allez sur notre Patreon et vous dites « Hey, c'est quoi le podcast qui donne là, en échange de ma contribution? » Ben, l'épisode dédié à Lynch, le premier du cycle, est disponible pour tous. Vous n'avez pas besoin de donner de l'argent pour celui-ci. Mais si vous voulez continuer, besoin d'une contribution. On donne également dans le même feed RSS quelque chose qui s'appelle Terre humaine chez Isidore. C'est un podcast très champ gauche avec mais Simon Chénier, Étienne Forêt et Gabriel Desacolard, dédié à la télésérie québécoise Terre humaine. Les épisodes sont disponibles par la suite sur notre site internet puis sur les plateformes de balado si ça vous intéresse, mais en exclusivité, ils sortent en premier sur notre Patreon. Vous faites en sorte aussi que votre contribution qu'on produit d'autres podcasts, Noël chez Isidore et Terre Kaiju. Et voilà, si vous ne pouvez pas nous aider financièrement, bien, considérez parler du podcast, le partager, donner 5 étoiles sur iTunes. Et aussi en échange, quand vous devez membre, vous pouvez m'écrire. Je vais vous envoyer le lien vers le Discord où durant la semaine, les gens partagent des nouvelles. On discute à propos de plein de trucs liés à la pop, de près ou de loin. Puis, c'est très cool. On écoute de la lutte aussi. On écoute des films. Là, on est en train de compléter le film dédié aux gros bras. Merci à Pierre-Luc qui a fait la programmation pour le mois. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music et toutes les archives des Mystérieux Étonnants. Pas juste les 300 derniers épisodes sont disponibles sur notre site internet. On est aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnants.com, mais c'est surtout sur Discord qu'on interagit. Malgré que si vous nous écrivez ailleurs, c'est sûr que je vais répondre. Je vous rappelle, si vous avez une job pour moi, ben@mystérieuxétonnants.com. ben@mystérieuxétonnants.com. OK, on prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec la BD de la semaine, Bloodstained Teeth, volume 1, Bite Me. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Image Comics, Bloodstained Teeth, volume 1, Bite Me de Kristen Ward et de Patrick Reynolds. Rapidos, c'est l'histoire de Atticus Sloane, qui est un vampire qui, pour des raisons monétaires, mercantiles, transforme des humains en une sous-classe de vampires qui s'appelle des Sips, qui est méprisée par la classe supérieure qui, elle est born. Comment il dit ça? Il dit born? Les firstborn? Firstborn? C'est pas trop clair à savoir comment tu deviens un firstborn. Parce que quand tu deviens un vampire et tu es immortel, I guess que tu vieillis pas. Fait que comment ça marche, je le sais pas, mais rendu là. Ben aussi, ça suppose qu'eux n'ont pas été changés en vampires par quelqu'un d'autre, mais comment ils sont devenus des vampires d'abord? Ça devient compliqué. C'est pas très, très clair. Pour résumer rapidement l'histoire, les grandes instances du Conseil des vampires n'apprécient pas qu'Atticus Sloane crée des SIPs comme ça pour ses fins monétaires. Ils demandent de repasser sur tous ses anciens clients parce qu'il faisait payer les humains qu'il transforme en SIPs pour les éliminer
Sinon, lui-même sera exécuté. Donc, essentiellement, l'histoire principale, c'est Atticus Sloane qui revisite les gens qui l'ont transformé jadis. Donc, on apprend sur leur passé, les raisons pourquoi ils se sont fait transformer. Et il est accompagné du fantôme de son ancien assistant qui était lui-même un Sips. Et en parallèle de tout ça, il y a une histoire qui implique une dame médecin qui utilise le sang des vampires Firstborn pour soigner les gens de toute maladie. Et c'est là où le premier trade fini. On vous rappelle qu'en dernière partie de l'émission, on spoil, donc si vous n'avez pas lu la BD, soyez avertis, on risque de spoiler. Mais avant de rentrer dans la chair, avant de mordre dans le vif du sujet, on va faire le tour rapidement, connaître votre appréciation. Comme Yannick est notre invité cette semaine, on va commencer par avec lui. Qu'est-ce que tu as pensé de la bande dessinée, Yannick? Je te dirais que dans les premières pages, j'haïssais pas ça. J'étais comme, OK, ambiance néo-noir, qui tout le temps un truc qui me plaît dans un monde des vampires, mais ça s'est estompé assez rapidement, je te dirais, que je trouve que c'est très bare bones. Je trouve qu'il y a comme... C'est vraiment le squelette d'une idée. Puis un peu la viande qu'il y a là, c'est qu'on rencontre différentes personnes dans différents pans de vie. Puis pourquoi eux autres ils ont voulu devenir des vampires et pourquoi ils ont été voir Atticus Sloane pour lui donner de l'argent et faire d'eux des vampires. Mais je peux pas dire que c'est des histoires qui m'ont vraiment intéressé tant que ça. Puis que toute la structure autour de Atticus Sloane, pas un très bon personnage. Ben, en tout cas, pas un personnage intriguant, je dirais. Qui est vraiment juste de l'attitude misanthrope. Que c'est très vieux personnage de Warren Ellis des années 2000. 2002 style. Mais ouais, c'est ça, mais sans tu sais, à la fin d'un numéro, Warren Ellis, il y avait tout le temps comme mais tu comprends pas, il est secrètement triste. Puis ça, même là, lui qui a comme inventé ça, entre guillemets, ça marchait pas tout le temps. Fait que j'ai pas particulièrement aimé les personnages ou l'intrigue, c'est ça. Je trouve que c'est très, très mince. La présentation puis la couleur... la sauce n'a jamais pris pour moi non plus. Il manque un petit quelque chose. Je trouve que ça empêchait. C'est vraiment wild. Puis je pense qu'il voulait que ce soit quelque chose de vraiment hétéroclite, mais des fois, ça a même affecté la lisibilité, je trouvais. Fait que c'est ça. Comme je l'ai lu, mais j'ai véritablement comme. Je suis pas happé par ça, puis je ressens pas le besoin d'aller dans le deuxième volume non plus. On va y aller avec Laurent. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? J'abonde vraiment dans le même sens que Yannick. J'ai trouvé... Il y a comme une bonne idée là, de brosse. Là. Hey, tu sais, imagine, là, on était un vampire, on pourrait faire du cash en tournant le monde qui veut être des vampires. C'est comme un peu original, mettons. Comme il y a une certaine noblesse qui vient avec le concept du vampire qui est comme oublié ici parce que c'est vraiment pour des raisons mercantiles. Puis, of course, que dans cette économie, c'est ça qui se passerait. T'sais. Jusque-là, c'est intéressant. Après, c'est parce qu'il n'est pas capable d'écrire un personnage. Atticus, on s'en sac. Les Firstborn, on s'en sac. Toutes les Sips, on s'en sac. Je suis attaché à personne. Je me contre-crise de leur quête qu'ils meurent. Tu sais, puis je veux dire, Atticus, il passe son temps à dire pourquoi je me soucierais des humains, je n'ai vraiment rien à battre. Puis tout, puis j'étais comme, mais moi, j'en ai rien à battre de toi aussi. Genre, toute cette quête-là, puis tout est pas clair. Tu sais, comme, pourquoi ils vont le tuer s'ils ne tuent pas les Sips? Qu'est-ce que, tu sais, il n'y a pas de problématique tant que ça, tu sais, il y en a peut-être un que, je sais pas, là, oui, OK, au début, il tourne une fille, il est comme une Instagrammeuse, là, puis, mon Dieu, hey, elle montre à tout le monde qu'il est un vampire. Je veux dire, mais c'est pas dramatique ni important, tu sais, pour personne. Puis je suis comme, à quoi ça sert tout ça? Quelle est la quête et pourquoi ce grouillage
de tout partout, tu sais. Puis je veux dire, ça serait intéressant, tu sais, si chaque numéro était vraiment comme voici l'histoire d'un Sips, puis que là, tu sais, on voit son histoire, effectivement, comment il a tourné, mais c'est tout le temps comme une demi-page, puis c'est comment, ben, tu sais, je m'attache pas, là. Ah ouais, peut-être que tu as le cancer, puis tu as été échangé en vampire, mais tu sais, ça dure 2 cases, je sais pas plus t'es qui, tu sais, je sais pas pourquoi tu veux pas mourir du cancer, puis tu préfères t'abreuver de sang humain, tu sais. Tout est, tu sais, ça pogne pas. C'est comme, tu sais, les ingrédients sont là, mais il n'y a pas de sel. Ouais, mettons, ouais, tu sais, je suis... Ouais. Puis je suis d'accord avec le... Tu sais, je trouve pas le dessin laid, mais c'est vrai que ça m'a pris 4 numéros avant de catcher qui tuait le monde avec une espèce de pic pour tuer les vaches dans une boucherie, tu sais. Comme No Country for Old Men, là. Ouais, ça m'a vraiment pris du temps à catcher quel était cet item que je regardais dans plusieurs cases. Initialement, je pensais que je l'avais compris, puis plus tard, à cause du dessin, je me demandais si j'avais vraiment compris ce que je voyais finalement ou si j'avais mal interprété. C'est là où j'étais rendu. Là. Fait que mitigé. Même affaire que vous autres, j'ai trouvé qu'il y avait tous les éléments pour faire un bon gâteau, mais il lève pas. Il faut amener au four. Je pense qu'il y a un bon concept. Je pense pas que l'art est très hit and miss. Là. Il y a une bonne idée, mais on dirait que c'est pas maîtrisé. Il y a une façon de faire un côté qui est très sketch, puis que ça coule, puis ça contribue à l'atmosphère de la BD. Non, là, on est en train de le nuire à la lecture. Puis, je trouve que la prémisse est très faible. OK, il y a des castes de vampires. Les Sims sont moins... sont reniés par les Firstborn, mais pourquoi s'ils ont vraiment besoin à faire appel à Articus Sloane pour les tuer, puis ils semblent avoir des ressources infinies, là. Ils semblent avoir des bodyguards, ils semblent avoir comme une structure très, très importante qui va être tapissée dans l'ombre. Pourquoi s'ils ont besoin de passer par lui pour l'éliminer? Ce que lui a transformé, je ne le sais pas. Pourquoi tout d'un coup, ils ont besoin aussi de le faire? Parce que je pensais que c'était toléré. Ouais. J'ai pas vu ça tant qu'ils ont besoin de lui que c'est genre, hey, c'est évident, je ramasse-les, mettons. Là. Peut-être, ouais, puis on passe par toi. Ouais, mais il y a des moments dans la BD où je savais plus là, ce qui se passait. Le bout psychédélique, là, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Puis il y a un moment où il y a eu, encore une fois, des bonnes idées où Sloane est envoyé pour tuer une vedette de cinéma, la plus grande vedette à Hollywood, qui ne fait que tourner la nuit. Et dans sa loge, il y a des femmes qui l'avaient promis de transformer en vampire. Dont une qui a essayé. Et lui, étant un simp, il ne peut pas transformer des gens en autres simps parce que ceux-ci vont se décomposer ou devenir des bêtes complètement féroces. Mais à la fin, les filles deviennent quand même des vampires. Fait que c'est Sloane qui les a transformés, mais s'il est transformé, je pense que c'est ça qu'il fallait qu'on comprenne, que Sloane les avait changés en vampires. Fait que mais il vient de se rajouter 3 filles à tuer plus tard. Là. C'est là où ça vient un peu... C'est vrai. Fait qu'il y a des moments où je trouve que la BD... elle essaie de jouer sur beaucoup de cadres en même temps, puis là, tu sais plus où t'en es. Là. Fait que j'ai trouvé ça décevant et très confondant comme bande dessinée, très, très mélangeant. Je trouve, là, je vais rentrer dans vraiment comme un peu plus négatif, peut-être même sur le bord de méchant, puis je veux éviter ça, mais je trouve que c'est un concept qui a de l'air vraiment plus convaincu que c'est deep, puis que c'est cool, puis qui essaie de nous le crier un peu comme justement... Le nombre de fois qu'ils disent le terme SIP comme si c'était un terme cool, qu'on s'est tous mis d'accord que c'était une bonne idée, puis que la nomenclature de cet univers-là était cool, il faut qu'on l'apprenne. C'est vrai, à chaque fois que je lisais SIP sur une page, j'étais comme ils le disent souvent. Je comprends. Il y a ça, puis il y a aussi, puis ça, c'est une affaire vraiment pas charitable, là, mais tu sais, des fois, j'avais l'impression qu'on dirait comme un début de pitch de télé qui était en comic book, ça arrive souvent en comic qui font ça, que tu as l'impression de lire un pitch. Là. Je veux pas attaquer l'intégrité de quiconque a fait ce comic-là, là. Mais tu sais, c'est... en tout cas, non, j'ai trouvé ça vraiment comme laborieux dans ce sens-là, puis ça laissait vraiment... De la même façon que je trouve que Atticus Sloane, il est comme imbuvable comme personnage, mais tu sais... Il y a tout de même une genre de sauce à avoir un personnage comme antipathique puis misanthrope comme lead. Tu sais, il faut qu'il soit comme mystérieux ou bon dans sa job. Fait que t'es comme, Chris, il est mauvais, mais au moins je suis curieux, je veux voir qu'est-ce qu'il va faire par la suite, qu'est-ce qui se passe.
Puis tout ça, j'étais juste comme, non, il n'y a rien qui prend ensemble. Il n'y a pas de chair. On sait rien de ce gars-là, à part qu'il a accepté de l'argent pour changer du monde en vampire. On sait absolument rien d'autre de ce gars-là. Ouais, il n'est même pas intéressant en tant que figure anti-héroïque. C'est un anti-héros dont on se calisse. Tu peux faire des anti-héros dont on va se soucier, mais lui, c'est un anti-héros pour lequel il n'y a rien pour lequel on n'a aucun attachement. Il n'y a rien qui nous est présenté, qu'on apprend sur lui, qui fait en sorte qu'on tisse un lien. T'sais. C'est un gars qu'on voit aller. C'est comme le dude, genre, à la fermeture des bars, que tu vas courir en plein milieu de la rue, puis tu te dis, man, il va se faire frapper, mais genre, ça arriverait, c'est comme, bon, garde, t'as couru après, man. J'ai comme, il n'y a rien là, que tu as fait pour t'aider. Là. C'est ce personnage-là. Il est antipathique, puis il est beige. Il est beige, tu sais. La seule fois que je le trouve intéressant, c'est quand on le représente comme un genre de David Bowie, avec sa ligne dans sa face, que je sais pas si c'est un maquillage ou si c'est un choix de couleur weird. Une fantaisie de Exactement, je sais plus, c'est ça. Mais sinon, il a l'air de David Bowie de temps en temps. Je dis, OK, cool. Mais après, j'ai juste hâte que Blade les tue. Oui, ben c'est ça que je veux voir comme finale, tu sais. Que Blade arrive. Oui, que Blade claire ça. Il y a une idée que j'ai trouvée quand même un peu intéressante, c'est l'idée que Bram Stoker est un vampire puis qu'il a inventé Dracula de toutes pièces dans le but de mettre genre les vampires qui sont comme acceptés plus ou moins, qui existent un peu socialement, fait que tout le monde met ça sur le dos de cette fiction influente-là, genre. Ouais, c'est se cacher en vue de tout le monde. Ouais, sight, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on va mettre le vampire dans l'imaginaire, puis s'il est dans l'imaginaire, ben au moins... les gens vont penser que les vampires sont des légendes. Donc, voilà, c'est réglé. T'sais. Mais c'est ça, c'est des petites idées ici et là que sont juste comme pas rassemblées solides de façon ensemble. Puis, tu sais, c'est juste comme, regarde, j'en ai parlé la dernière fois que j'ai passé à l'émission, mais je suis encore dans ma lecture de Scout de Vertigo, que je me délecte. Puis, oui, de Jason Aaron. Puis récemment, j'ai lu une aventure stand-alone qui est vraiment juste sur un personnage extérieur de l'intrigue, un shérif véreux qui est comme dans un village à côté. Puis c'était toute une histoire one and done sur comment que ce gars-là, il était essentiellement un genre de plein de marde qui invente sa propre légende. Puis comment il est confronté à ça quand il y a un US Marshal qui vient dans sa ville pour trouver un fugitif. Puis le US Marshal, il est réellement ce que lui prétend être, puis il est confronté à ça. Puis là, il y a des choses qui arrivent, il y a des shenanigans, il y a de l'action, puis ça culmine avec ce personnage-là qui est comme un peu changé, puis là, il décide il fait un move qui va le faire réintégrer, mettons, l'histoire principale de Scalp, mais qui va sans doute mener à sa mort. Puis, tu sais, juste ça, là, en 22 pages, c'est un personnage qu'on avait vu comme un peu dans une autre histoire, mais pas tant que ça. Puis là, je suis comme, tu sais, fucking antipathique, désagréable, mais avec une certaine profondeur que, comme, je le connais, je sais c'est qui, quand ce gars-là, il se vante qu'il est allé au Vietnam, puis qu'il dit que tuer un homme, ça répare son homme, parce que tu apprends à quitter quand tu tues au Vietnam, mais que quand il est face à un autre vétéran, il est comme, non, c'est pas le même que quelqu'un qui a vraiment vécu ça, pense. Puis, en tout cas, bref, c'était vraiment riche. C'était juste 22 pages. Puis, lire ça, j'étais comme, je l'ai lu comme après avoir lu ça. Puis là, j'étais comme, oh. T'as pu comparer les deux, t'as pu pouvoir comparer les deux. C'est drôle, c'est très difficile à saisir ce qui fait qu'une histoire va coller ou qu'un personnage va avoir du volume ou qu'une histoire va avoir du volume. C'est une série d'éléments qui, à un moment donné, en bout de ligne, t'as une tapisserie qui est hot ou qui ne l'est pas. Ben, tu sais, c'est des personnages principaux, des leads que tu suis dans une histoire puis que tu construis une histoire autour de ça. Créer un bon lead, c'est tout de même difficile à faire. Tu sais, moi, dans mes propres projets puis des affaires comme ça que je fais, mettons, pour écrire des sitcoms, là, tu sais, comme un straight man principal qui est pas trop plate ou qui a juste assez de edge ou qui est juste comme correct. Ça, là, moi, je trouvais ça, c'était arracher des dents, là, comme inventer un personnage principal qui drive l'histoire. Tout le monde autour qui sont funny, funky, tout ça, ou qui ont plein de travers évidents, ça coule de source, mais un personnage principal, c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, on
on sort comme d'un 25 ans de télévision, mettons, d'anti-héros, puis certains de ces anti-héros-là sont vraiment écœurants puis magnétiques, puis il y en a d'autres qui ont été comme oubliés immédiatement, puis justement, avant qu'on arrive à l'antenne, on se rappelait plus du nom exact de Atticus Ça vous donne une idée, là? Oui, puis on l'a lu quoi, hier, genre, pour ma part? Exactement. Ouais, moi aussi, je l'ai lu hier, finalement. C'est drôle parce que, originalement, quand on a parlé la semaine passée, c'était pas la BD qu'on devait lire. C'est ça. Puis Chris Ward qu'on était supposé lire. Ben, c'est ça, c'est le même scénariste, là. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est dit, OK, on va lire Machine Gun Wizard. Excellent titre. J'espère que ça delivered. Puis là, ça m'a pris 2 numéros avant de me dire, voyons, j'ai quand même une couple d'impressions déjà vues. Puis là, j'ai googlé, genre, Machine Gun Wizard, Mystérieux Étonnant, puis genre, on avait déjà parlé, puis ça fait genre 2 ans et demi, là, ça fait pas super longtemps, puis ça m'a pris 2 numéros me rendre compte que j'avais déjà lu ça. Mais tu vois, ça file comme un pinch, ça aussi. Je me souviens de la BD aussi. Après, je suis c'est la prohibition de la magie. Puis les intouchables, mais avec de la magie plutôt que de l'alcool. Puis j'étais comme, encore là, il y avait comme une idée, mais tu sais, en tout cas, je pense qu'on était mitigés à l'époque, puis clairement, j'ai tout oublié de tout ça, tu sais. Fait que je pense qu'il est juste peut-être pas très bon. Peut-être pas fait pour nous autres. Il est peut-être pas fait pour nous autres. On n'est pas sur sa fréquence. OK, on va le dire de même. Moi, je dois dire, pour tous les défauts de la BD, je pense que même si c'est pas parfait, le meilleur élément, ça reste quand même l'art. Pas que l'art est à tout casser, puis que non, au contraire, elle va nuire à la lecture, mais ça reste l'élément le plus fort de la bande dessinée. Ça dit ce que ça veut dire. Ça vaut ce que ça vaut. Là. Je sais pas si ça vous a fait ça, les gars. Moi, j'ai son familier qui meurt très vite, mais qui continue à le suivre de façon fantomatique. On dirait que ses premières apparitions, j'imaginais que c'était Owen Wilson. Moi aussi, je le voyais comme Owen Wilson. Ah ouais, fait que il m'a été sympathique tout le reste de la BD parce que dans ma tête, c'était Owen Wilson, même si après, il y a d'autres cases où il ressemble pas du tout, mais il avait comme les cheveux, puis une des premières choses qu'il dit, c'est « wow ». J'étais comme... Ça aide pas l'aspect pitch de trucs live action. Non, c'est sûr. Cette affaire-là. Là. Mais ouais, tu sais, comme pourquoi qu'il voit un fantôme, tu sais, je trouve que c'était comme un mécanisme un peu paresseux, puis un peu pas vraiment justifié pour le faire parler. Oui, parce que ça suppose qu'il était attaché à ce gars-là, alors que, il y a un sous-entendu d'une autre façon. Non, mais il y a un sous-entendu qui ont déjà eu une relation. Tu vois quand il le transforme, puis il y a quelque chose d'homo-érotique là, dans la séquence. Là. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Moi, je l'ai même manqué. Okay. Le fait qui conduit pour lui aussi, c'est très, qui est son chauffeur, c'est très Chaz et John Constantine aussi. Puis là, il y a comme un aspect comme, OK, c'est peut-être... Il voulait faire un riff là-dessus, tu sais, je sais pas. Là. Il y avait besoin d'une figure, comme tu l'as dit, Yannick, pour le faire parler le personnage principal, mais aussi une figure qui ne peut pas intervenir. Puis, tu sais, si ça avait été au moins un vrai fantôme, non, c'est juste dans sa tête. On dit fantôme, mais c'est pas un fantôme, c'est le figment de son imagination. C'est ça. Ouais. Ben écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je rappelle le nom de la bande dessinée Bloodstained Thief Volume 1 Bite Me, c'est chez Image Comics, c'est de Christian Ward et de Patrick Reynolds. Si vous tripez vraiment vampire, c'est peut-être fait pour vous autres, mais attendez-vous pas à American Vampire de Scott Snyder, c'est pas du tout ça. Là. À sa défense, on a déjà parlé de pire BD de vampire au mystérieux. Oui, on n'a pas pogné une bonne BD de vampire. À part Alien vs Vampire vs Gangsters, c'est ça? Turf? Ça s'appelait Turf. Il y a des vampires, des extraterrestres, puis plein d'affaires. C'était pas pire, ça. C'était pas pire. Mais ça filait un pitch aussi. C'était des Image Comics. Hey, Yannick, où est-ce qu'on peut t'entendre? Où est-ce que tu vas parler de Donjons et Dragons prochainement? Vous pouvez m'entendre parler de Donjons et Dragons et du 7 jours du Talion dans le prochain épisode des Voyeurs de Vue, disponible au voyeurdevue.com ce samedi, où on reçoit aussi Marie-Lise Hamelin qui a vu le film avec nous. Alors, soyez des nôtres. C'est ça aussi, dans les Voyeurs de Vue, ces temps-ci, à chaque semaine, on parle d'un film québécois aussi en plus, vu que il y en a tout de même une très bonne sélection sur Crave et sur Prime. Il y a tout de même beaucoup de films québécois qui sont disponibles. Justement, récemment, sur Crave, un film dont on a parlé au Voyeur de Vue. On a parlé de Arlette dans un épisode précédent qui était
Tout qu'un film. Alors, c'est voyeurdevue.com. Est-ce que tu saurais m'expliquer la présence vraiment spectaculaire du film J'en suis dans mon feed Letterboxd? Bien, c'est parce que ça, l'épisode de cette semaine des voyeurs de vue, dans lequel on a vu Walk the Line, on a aussi parlé de J'en suis, parce qu'on l'a regardé en l'honneur du départ de Claude. Ben oui, je comprends. Qui a quitté ce monde physique. Puis, je te dirais que J'en suis est disponible de façon très clean sur YouTube. Ah ouais. Si jamais tu es curieux. Et ça, c'est un film qui nous a vraiment surpris. Oui. To say the least. C'est comme un film dans une dimension parallèle où la position culturelle de la communauté gay est entièrement différente de notre monde. Cette communauté-là n'existe pas, là, pour vrai. Ben, la communauté antiquaire, gay, culturelle, artistique est vraiment particulière comparée à celle qui existe dans notre monde. Fait que, bref, je recommande ça. C'est tout. OK. Ben, comme tous les films de Claude Fournier. Ah ouais, écoute. Paul Bussonneau, il est là. On peut se le dire que ça n'a pas bien vieilli, là, pour pas que quelqu'un tombe là-dessus et qu'il se dise, voyons, qu'est-ce qu'ils ont pensé. Ben, sais-tu quoi? C'est comme, regarde ça, je vais vous spoiler ce qu'on a dit dans les voyeurs de vue. On est comme surprenamment pas homophobe, mais tout de même misogyne. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Bravo! Ah ouais, OK. C'était comme ça la surprise. OK. C'était comme... Mais encore là, ça invente un monde homosexuel qui n'existe, qui ne semble pas exister. Ouais. Ben, il a pris la prémisse d'Highlander, puis il a viré ça... parce que la prémisse d'Highlander, c'est un peu ça. Et oui, j'en suis. Et le Highlander... Exactement. Vous pouvez aussi me suivre sur mon infolette yannickbelzil.substack.com. J'en ai lancé une nouvelle aujourd'hui où je parle de 4 choses intéressantes au sujet de John Wick 4 et un petit filet sur le retour du cinéma chrétien, qui est quelque chose qui a un monde parallèle cinématographique qui m'intéresse, qui me potentiellement, peut-être, éventuellement, les meilleurs épisodes de Kamen Rider à écouter aussi. Peut-être. Oui, mes listes d'épisodes de Tokusatsu à regarder ou tout de même un top 10 de Funko Pop que j'imagine qui sont dans le trou du ballon. Excellent. Top 10, rien de moins. Moi, je vous dis merci à la maison d'écouter. Merci pour les SpeakPipe. N'hésitez pas à laisser des messages vocaux. On pourrait les faire jouer en ondes. Encore une fois, si vous avez une perche à me lancer, ben@mystérieuxétonnant.com. Je ne veux pas être alarmé. Une perche métaphorique. Oui, bien sûr, pas une vraie perche. C'est pas une perche pas une meat non, pas ça. Là. Non, c'est pas une Non, s'il vous plaît, ça va assez mal de même, là, s'il vous plaît. Je ne veux pas être alarmiste, mais je sais pas, là, ça se pourrait là, que peut-être dans les prochaines semaines, pour une fois, il y a un pas de show lundi. Je sais pas. C'est comme tout est comme très instable en ce moment, donc j'ai des choses à régler. Mais je vais faire en sorte que le show a encore lieu, mais voilà, c'est ça. Tout est un peu en l'air en ce moment. Parce que, où c'est une affaire, Benoît, c'est que toi, tu fais de l'exercice, t'es fit. Ben, j'espère. Si quelqu'un te lance une perche, t'as pas beaucoup de masse pour absorber cette je peux me tourner, mais c'est parce qu'il faut que j'aille le temps de le voir. Tu peux l'éviter, oui, avec ces fameux... Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de tes fesses en diamant. Ben, mes fesses en diamant, man, ça fait 3 ans, 4 ans qu'il était assis sur un siège, là, le siège que je voulais te donner à cause de ma job. Je sais que tu fais ton basic néanmoins, fait que je suis sûr que le diamant est toujours bien diamanté. Ah, je sais pas. J'ai l'impression que tu peux avoir de la coutellerie, puis ils sont en argent, mais qu'ils sont un petit peu... tu sais... Ouais, OK. Mais écoute, on saura à perche donner. C'est ça. OK, merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Allez vous faire booster si ça fait 6 mois. C'est le temps. OK, ciao. Bye-bye. Bye.